Si on était au théâtre, vous auriez entendu 3 coups résonner. Laissez vos sacs au vestiaire, mettez votre téléphone sur silencieux et imaginez un imposant rideau se levant sur une scène. Bienvenue à l'écoute de Happy Hour numéro 89. Je m'appelle Marc et je serai votre Cyrano. Je suis, comme chaque mois, entouré de 3 interprètes du Conte de Guiche. Bonjour C'est Alexandre, beau. Jean-Victor et Mathieu. Salut. Bonjour. Et si je fais autant d'analogies au théâtre et à une pièce bien connue, c'est parce que nous recevons aujourd'hui un porteur d'histoire, un vrai, couronné de 5 Molières. Bonjour Alexis Michalik. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi pour enregistrer cette émission. On va parler ensemble pendant 2 petites heures de tes innombrables casquettes et on s'arrêtera en particulier sur l'éblouissante pièce Passeport, actuellement au Théâtre de la Renaissance à Paris jusqu'au 5 janvier. Et comme chaque émission, on fera le tour de nos coups de cœur pop culture du moment. Pour commencer et pour donc parler de toi, parce qu'il faut bien, quand j'ai préparé l'émission, j'ai pas su comment l'aborder parce que tu as fait tellement de choses. Tu as une carrière foisonnante, auteur, acteur, en série, en télé, au théâtre. Et je me suis dit, mais comment je vais y aller ? Et du coup, ma première question, elle est toute simple, c'est parmi toutes ces casquettes, est-ce qu'il y a un rôle que toi tu préfères ? Je pense que ce que j'aime, c'est justement d'avoir toutes ces casquettes. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît, c'est la diversité, c'est de pas m'ennuyer. Et dès que je fais la même chose, je commence à m'ennuyer. Dès que je fais la même chose un peu trop longtemps. Je me souviens quand j'avais une vingtaine d'années et que j'étais juste comédien, j'étais pris sur une série policière qui s'appelait Diane Femme Flic. C'était un monument de la télévision française et c'était sur TF1 et moi je faisais un flic et j'étais trop content. J'avais mon petit pistolet, mon holster, voilà, et puis on faisait nos scènes et puis au bout du 3e, 4e épisode, je me rends compte que quand même on est un peu en train de jouer la même scène à chaque fois. Je me retrouve dans un commissariat et vraiment les répliques, je me dis c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà dit les mêmes répliques juste avec d'autres noms. Et c'est là que j'ai commencé à me dire bon, je suis pas sûr d'avoir envie de rester très longtemps à refaire la même chose. Et je pense qu'il y a de ça. Je pense que je suis toujours heureux quand j'attaque une nouvelle aventure. Donc j'ai pas une casquette en particulier qui me plaît plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une ou deux dans laquelle je suis plus reconnu et considéré. Mais c'est pas pour ça que c'est forcément celle qui me plaît le plus. J'ai conscience aujourd'hui que évidemment quand j'écris un spectacle, a priori il va se faire et qu'il va y avoir des gens qui vont venir et donc c'est important que je mette beaucoup d'efforts dans ce spectacle. Mais je vais pas forcément prendre plus de plaisir que quand je me retrouve à jouer sur n'importe quel film ou téléfilm et que j'ai juste, entre guillemets, à faire confiance au réalisateur ou à la réalisatrice et à incarner un rôle. C'est des plaisirs différents. Ok. Et pour dire un mot sur le Alexis Michalik acteur, comment est-ce que tu choisis les rôles ? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de petits rôles, il y en a parfois de très grands, cas important. Il y a parfois des moyens. Il y en a parfois. Mais il y a vraiment il y a une pléthore de choses. Qu'est-ce qui te pousse vers un rôle plutôt qu'un autre ? Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir, ce qui n'était pas vraiment le cas quand j'avais 20 ans, où j'étais juste comédien et donc je vivais uniquement de ça. Et donc, je faisais absolument tout ce que j'avais l'opportunité de faire. Ce qui est un conseil que je donnerais à tous les jeunes comédiens et comédiennes, faites tout ce que vous pouvez. Parce qu'en fait, le choix, il arrivera plus tard. Mais pour commencer, on est juste content de travailler, quoi. Aujourd'hui, forcément, j'ai le luxe énorme de pouvoir choisir puisque je gagne ma vie suffisamment bien pour ne pas avoir besoin d'aller cachetonner, quoi. Donc comment je choisis un rôle ? Faut juste que l'aventure me plaise, faut que le scénario soit chouette, faut que ce soit marrant à faire, l'expérience, ça peut être tout, quoi. Ça peut être effectivement un rôle où je vais avoir une journée de tournage ou un rôle où ça va être beaucoup plus important, mais c'est pas l'importance du rôle qui va me convaincre, quoi. Si on me propose de faire un premier rôle dans une série un peu pourri, j'ai aucune envie d'aller passer 3 mois à me mettre à disposition pour un résultat dont j'ai pas vraiment besoin. Et en plus de ça, je sais que ça rendra un autre acteur tellement heureux de le faire que voilà, j'en ai pas besoin. Par contre, dans Les Trois Mousquetaires, par exemple, le dernier là, à la base, je reçois les scénarios et on me proposait de passer les essais pour un autre rôle que celui que j'ai finalement interprété, qui avait beaucoup plus de jours et de présence. Mais en lisant le scénar, je me disais
il est pas passionnant, il fait beaucoup de figures, enfin il est beaucoup en retrait, et puis surtout ça va me bloquer sur, je sais pas, 15-20 jours étalés sur 6 mois, donc c'est un coup à péter mes vacances, quoi. Donc ou tes projets de théâtre. Ouais. Voilà, et je lis tout ça, et puis il y a un rôle où je lis la scène et je me dis ça c'est très très drôle, la scène est très bien écrite, le rôle est clairement, quand je lis ça je me dis bon c'est une journée de tournage mais j'aimerais vraiment le faire, et je suis revenu vers eux en disant écoutez je serais ravi de faire une tape ou de passer un casting ou ce que vous voulez pour ce rôle là, et donc voilà j'ai fait mon truc, et puis je me suis retrouvé à faire ça et j'étais très très heureux de le faire. Même de ce qui arrive au personnage à la fin. Tout à fait. Mais c'est pour ça que tu l'as choisi. Moi, j'aime bien jouer. Vraiment, j'aime bien jouer les trucs. Enfin, j'aime bien jouer les méchants. J'aime bien jouer. Souvent, je me retrouve à jouer les connards, les salauds. J'aime bien qu'ils meurent d'une mort horrible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un truc que j'ai pas fait encore, quoi. Au tout début de ta filmo, il y a un rôle qui m'a un peu surpris. Je te vois rire, peut-être que tu te doutes de ce dont je vais parler. Tu as incarné un personnage dans un épisode d'urgence. Ouais. Dans un épisode qui en plus était pivot, puisque c'était le départ du docteur Carter, ou l'annonce du départ du docteur Carter. Carter est amoureux. C'était tourné à Paris, à Saint-Antoine, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Quel souvenir tu avec gardes de cette expérience-là ? Tandy Newton qui jouait l'ex de Dr Carter, et donc dans l'histoire Carter vient la voir à Paris en espérant la reconquérir parce qu'il croit, il y a un malentendu, il croit qu'elle est gravement malade ou un truc comme ça, et puis quand il arrive il se rend compte qu'en fait non, et voilà, et il y a donc Tandy Newton qui est là avec son, je sais plus si jouait son copain ou son ex ou je sais pas quoi, un Français qui est juste là, quoi, et je me suis retrouvé à faire ça, et c'était très drôle, quoi. Quel souvenir, ça a duré 2 jours, 3 jours. C'est plus ce genre c'est ce genre de souvenir où on est très content de pouvoir dire j'ai joué dans Urgence, mais clairement oui, c'était sur place, c'était pas dingue, probablement. En revanche, je me souviens très bien de cette première lecture de l'épisode où on est 5 dans un salon d'un grand hôtel parisien. Il y a le producteur, il y a Carter, il y a le réalisateur, il y a la script et Tandy Newton et moi, et on lit le truc, et à un moment dans le scénar, dans les didascalies, il y a marqué que je les embarque dans une Smart, et que le clignotant, je mets le clignotant à droite et je tourne à gauche, bon, pour souligner à quel point j'étais nul. Et là, évidemment, le producteur me dit bon, t'as ton permis? Et je dis bah non. Et il y a un petit flottement, et le lendemain matin j'étais sur un circuit avec une Smart, un moniteur, et j'ai passé toute la journée à faire de la Smart, quoi, pour au final ne jamais la conduire. Les Américains. Comment naît une pièce d'Alexis Michalik? C'est quoi le point de départ? Le point de départ, c'est une idée, c'est toujours une idée, et une pièce ou un film ou un roman, c'est toujours une idée. Et cette idée, elle naît de 3 façons différentes, en tout cas jusqu'à ce jour. Soit par quelque chose que je vais lire, donc je vais lire une anecdote sur internet ou n'importe où d'ailleurs, et je vais dire ah tiens c'est intéressant cette anecdote, comme par exemple le cercle des illusionnistes, c'est né parce que j'ai appris que Jean-Eugène Robert Houdin, illusionniste du 19e siècle, avait été envoyé par Napoléon en Algérie pour faire un spectacle de magie et pour prouver aux populations locales que la magie française était bien plus puissante que celle des marabouts locaux. Donc c'était vraiment une opération politique, quoi, et le mec était magicien. Et je me suis dit mais ça ferait une bonne histoire, et donc j'ai commencé à me renseigner sur Robert Houdin. Et puis j'ai découvert que son théâtre avait été racheté quelques années après sa mort par Georges Méliès, qui était d'abord magicien, et c'est d'ailleurs le premier film de Georges Méliès s'appelle Escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin. Donc quasiment l'un des premiers films de l'histoire du cinéma s'appelle, il y a le nom de Robert Houdin dedans. Donc je me suis dit ah là je commence à avoir une nébuleuse à raconter, et puis au final dans toute mon histoire, toute la partie Robert Houdin en Algérie n'est plus là, mais c'était le point de départ, quoi. Et donc ça c'est un exemple. Deuxième exemple, c'est quelque chose que j'ai entendu, parce que je parle à des gens, je rencontre, et puis à un moment, on me raconte des histoires. Et puis moi, je m'intéresse aux gens, quoi, tout simplement, et puis je vais poser quelques questions. Donc, et parfois, quelqu'un va dire un truc, et puis je vais tirer un peu le fil, comme ça, et à un moment... je vais me dire mais ça c'est une bonne idée, c'est une bonne histoire. J'ai un peu le flair pour cerner la bonne idée, mais après le gros du travail évidemment c'est de partir de l'idée et d'en faire une œuvre finie, mais j'ai quand même ce truc de me dire ah tiens ça c'est quelque chose à tirer, quoi. Et finalement c'est quelque chose que je vais vivre,
donc qui va m'arriver. C'est un peu ce qui fait l'inspiration des stand-uppers, par exemple. Hein, c'est leur quotidien, leur vie. Et presque, ils croisent les doigts pour qu'il leur arrive un truc un peu chiant parce qu'ils savent que ça va être drôle à raconter, quoi. Bon, moi, il m'arrive pas grand-chose d'intéressant, donc c'est rarement ça. Mais par exemple, intramuros, j'ai été invité à rencontrer des détenus dans une centrale à l'époque où je tournais avec un court-métrage au sein d'un festival. Et j'ai passé 2 heures à discuter avec ces détenus, on a parlé cinéma, et puis à un moment, la discussion a un peu dérivé, et j'ai dit, mais vous, ça fait longtemps que vous êtes là? Il y en a un qui dit, bah moi, ça fait pas longtemps, ça fait 8 ans. Et je fais, ah ouais, quand même. Et il se retourne, il dit, bah lui, par contre, et le mec dit, oui, bah moi, ça fait 14. Et le jeune fait, bah non, 28. Et le mec fait, ah oui, ça fait 28 ans, parce que je suis rentré 14 ans, je suis sorti quelques mois, je suis revenu depuis 14 ans. Donc je dis, ah oui, ok, le mec a passé plus de temps en prison que dehors, quoi. Et après, je dis, mais vous avez des cours de théâtre en prison? Et ils ont dit, ah bah ouais, une fois, il y a eu un cours, j'y suis allé, mais j'étais le seul. Du coup, ils ont annulé le cours, et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas le début d'une histoire? Et c'est comme ça que ça naît. Et Passeport, c'est né comment? Passeport, c'est né quand j'étais en Guadeloupe avec des amis, et je faisais pas mal de routes, et souvent au volant d'une voiture, je réfléchis, quoi. C'est-à-dire que concrètement, moi, 90% du temps, je pense que j'ai le nez dans mon téléphone, et quand j'ai pas le nez dans mon téléphone pour X ou Y raison, c'est là que l'inspiration revient et que l'ennui commence et que l'inspiration revient, quoi. Beau message pour les smartphones. Ouais, voilà. Et non, et donc du coup j'ai écouté comme souvent c'est une musique. La musique va influencer et amener une idée. Ah oui, ça c'est peut-être un truc, c'est peut-être la 4e façon d'y arriver. Une histoire d'amour, c'était une musique qui m'a fait penser à la dernière scène de la pièce, et ensuite j'ai construit le reste. Et Passeport, c'était un peu ça, c'était une musique effectivement, et en l'entendant, j'ai eu cette idée de ces 2 personnages qui seraient l'un un réfugié en France à Calais, et l'autre un Français noir qui serait gendarme à Calais, et de raconter un peu leur vie en parallèle. Mais la seule chose que je savais pas à l'époque, c'était quelle structure j'allais utiliser pour raconter ces 2 vies, parce que en fait c'est un peu le nerf de la guerre, la structure. C'est un peu le truc le plus important quand on raconte une histoire, c'est comment on va la raconter, surtout quand on raconte une histoire avec plusieurs temporalités, avec du suspense, avec un turnover, enfin un truc où tout à coup on est hyper surpris, des coups de théâtre. Tout est dans la manière dont on va la raconter pour amener le public à être le plus surpris possible, et en même temps qu'il n'arrive pas à comprendre avant qu'on veuille qu'il comprenne, et en même temps on lui donne quand même des pistes pour qu'il soit pas non plus complètement dans le flou. Donc voilà, entre l'idée et l'écriture, il y a eu à peu près 2 ans. 2 ans de maturation, juste où je laisse l'idée dériver. Et à un moment, je me dis, ah tiens, ça y est, je crois que je sais à peu près comment le raconter, quoi. Et là, je me mets à écrire. Tu te souviens, c'était quoi la musique qui t'a amené ça? Alors, je me souviens de ce que c'était. C'était une musique un peu mélancolique, mais je sais que pour le coup, c'est une musique qui n'est pas dans la pièce au final. Okay. Hein, la musique va me donner un peu un cadre, une sensation, une vision des émotions, un espèce de déclic en fait, mais qui amène finalement à un truc qui est complètement différent. Ouais, enfin, disons que je vais souvent la faire passer en boucle, la musique. Hein, et parfois, quand je vais raconter l'histoire à des gens, je vais mettre la musique pour que je sois un peu dans le... Parce que une musique, ça nous amène tout de suite une émotion. Il y a plein de choses qu'on comprend en écoutant une musique. Souvent, les gens écrivent en musique aussi. Donc ça influence la façon dont on écrit et ce qu'on raconte. Et effectivement, pas toutes les musiques, bien sûr, mais certaines musiques amènent une ambiance, amènent les pensées à dériver, quoi. Et parfois, ça amène une bonne idée. Ton but, du coup, quand tu écris après, c'est d'essayer de retrouver un peu la sensation que tu as eue en écoutant cette musique et de la retranscrire dans une histoire et dans une structure. Ouais, mais ça peut évoluer, ça aussi. Par exemple, des fois, je pense à une musique, j'ai une musique et je me dis, ah, ça va être super pour telle scène. Et au final, telle scène, en fait, que je pensais être vraiment longue et importante, etc., ça va durer 10 secondes. Mais ce qui compte, c'est que ça m'amène à l'histoire, en fait. C'est pas important que la musique soit dans l'histoire au final. Ce qui compte, c'est que ça va me
me booster ma créativité et m'amener dans un mood où c'est vraiment très étonnant, mais tout à coup, vraiment le simple fait d'entendre une musique, je vais très clairement savoir que c'est un polar, ou je vais très clairement savoir que c'est une comédie, ou je vais très clairement savoir que voilà l'émotion à laquelle je veux amener le spectateur à tel endroit du film, quoi. Et du coup, quelle est ta relation justement à la création musicale dans tes œuvres tout format et aussi à la composition du son en général? Est-ce que c'est quelque chose qui vient assez tôt? Hyper important, vraiment, dans tous mes spectacles, il y a une part très importante accordée à la musique. En fait, j'accorde à la musique dans mes spectacles la place qu'on accorde en général à la musique dans les films. En termes de durée, il y a, on va dire, 40-50 minutes de musique dans un film, normalement, quoi. Et moi, j'ai à peu près cette durée-là au théâtre, ce qui est assez rare, parce qu'au théâtre, souvent, pas tout le temps bien sûr, mais souvent, la musique, elle est plutôt, quand c'est employé de manière pas très subtile, elle est plutôt réservée aux transitions qu'aux scènes elles-mêmes. Hein, surtout dans les comédies et surtout dans le théâtre privé, il y a quand même un truc où la musique, voilà, on termine la scène et puis là, pom, 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 on change les décors et puis hop, fin de musique et on repart, quoi. Moi, ça, pour moi, c'est l'enfer. C'est le pire du pire, quoi. Parce que comme je raconte des histoires où j'ai envie absolument de garder l'attention du spectateur, à chaque fois, si tout à coup pendant 1 minute je coupe et je baisse le rideau, pour moi c'est un mélange de paresse artistique, hein, c'est-à-dire que je me suis pas pris la tête sur comment est-ce que je passe d'une scène à l'autre, et simplement de perte du spectateur, quoi. Donc moi la musique elle est là pour soutenir l'émotion, comme au cinéma. Elle est là vraiment pour si c'est une scène, souvent j'ai de la musique pendant les répétitions. Hein, c'est-à-dire qu'on répète en musique, on a vraiment, soit c'est de la musique qu'on va composer en amont, comme ça a été le cas par exemple pour Edmond. Pour Edmond, j'ai mon compositeur Romain Trouillet, on a travaillé sur qu'est-ce qu'on allait amener comme tonalité. Il m'a proposé 3 tonalités différentes, l'une c'était plutôt du Berlioz, l'autre du Debussy, et puis finalement on est parti vraiment sur Berlioz, puisque ça correspondait aussi à la période et à ce que je voulais. Et ensuite il va développer un thème. Et ensuite, je vais lui dire, bon bah voilà, tu vois, là, de là à là, je vais avoir besoin de 2 minutes 34 de musique qui accompagne ce moment. Et voilà l'émotion que je veux. Et puis lui, il va me composer un truc, parce que c'est un génie. Et au final, je vais lui dire, ok, c'est pas mal. Et en répétition, parfois, je lui dirais, bah là, j'ai besoin de 10 secondes de moins, ou de 10 secondes de plus, et on va s'en rendre compte au fur et à mesure, on répète. Mais déjà, les comédiens vont avoir cette musique dans la tête et ils vont pouvoir se caler là-dessus. Ça, c'est un des possibles. L'autre, c'est comme par exemple dans Intramuros, ça a été différent, parce qu'Intramuros, on a créé le spectacle au plateau. C'est-à-dire que les comédiens ne sont pas arrivés avec des dialogues, ils sont arrivés avec une sorte de squelette de qu'est-ce que ça allait être le spectacle, mais on a créé les dialogues au plateau. Donc là, il y avait un musicien, Raphaël Charpentier, qui était avec nous sur le plateau, et qui créait les musiques au fur et à mesure que se créaient les scènes. Ce qui aide énormément, parce que du coup, il amène aussi cette ambiance, il amène aussi ce mood, il amène aussi... Et moi, je vois en direct si ça marche pas. Et je peux, de mon œil de démiurge, un peu décider et comprendre si s'il y a problème. Est-ce que c'est un problème lié à l'écriture? Est-ce que c'est un problème lié à la mise en scène? Est-ce que c'est un problème lié au rythme? Est-ce que c'est un problème lié à la musique? Et je peux agir là-dessus en direct. Donc, on gagne un temps fou. Et on a fait un peu ça avec Sly Johnson sur Passport, puisqu'il était avec nous en répète. On a eu cette chance-là, il était avec nous en répète. Et du coup, il composait au fur et à mesure, sauf que c'était pas des scènes qu'on improvisait, là c'était écrit pour le coup, mais on pouvait agir dessus en direct et donc arriver à être au plus près et au plus précis sur le timing, sur le ressenti, sur le rendu et sur l'émotion que ça provoque, quoi. Donc vraiment la musique c'est primordial pour moi. Et quand tu as réalisé Une histoire d'amour, tu travaillais de la même manière? Tu mettais déjà de la musique sur le plateau aussi en imaginant ce que c'était le montage? Alors Une histoire d'amour, c'est encore autre chose. Je voulais que ce soit une playlist. Donc Une histoire d'amour, pas le film mais la pièce, c'est que une playlist. Il n'y a pas de musique originale. Donc là, je suis allé chercher un peu mes tubes. Je voulais que ce soit un peu les tubes d'une vie, etc. Et donc je suis allé chercher à chaque fois qu'est-ce qui correspondait le mieux à tel ou tel moment, quoi. Donc là pour le coup c'est vrai que j'ai bossé tout seul, mais j'ai quand même travaillé, et je travaille souvent avec
aussi un sondier, quelqu'un qui va faire des ambiances et pas la musique, mais qui va aussi amener des ambiances. Sur Passeport, beaucoup. On a travaillé vachement les ambiances. Et puis déjà sur Une histoire d'amour, il y a quelques ambiances aussi, l'hôpital, parce que je veux que le public comprenne immédiatement où on est et sans nécessairement avoir énormément d'effets ou de décors, quoi. Est-ce que c'était plus difficile d'écrire Passeport parce que c'est un sujet finalement que nous on ne connaît pas. On n'a jamais été moi j'ai jamais été dans la jungle de Calais. On n'est pas des personnes noires, on n'est pas issus de minorités. Est-ce que c'était plus un challenge pour toi? Je veux dire, c'est autant un challenge que quand j'écris une histoire d'amour entre deux femmes dans Une histoire d'amour mais intramuros, je connais rien à la prison non plus, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que j'aborde une pièce, quand je sais ce que je veux raconter, je vais avoir une phase de documentation où je vais vraiment sélectionner plusieurs ouvrages, le plus possible évidemment, et en lisant ces ouvrages, ça va aussi nourrir cette histoire et me donner aussi plein de choses que je vais avoir envie de mettre dedans. À chaque fois que je vais apprendre un truc et faire genre ça je savais pas, je vais réfléchir à comment j'arrive à l'intégrer dans une des scènes, quoi. Comment j'arrive à amener de l'information sans que ce soit didactique. Donc dans Passeport notamment, toute la partie de la jungle de Calais, moi non plus j'avais jamais mis les pieds à Calais, et c'est vraiment en lisant et en me renseignant sur ce qu'était la jungle que j'arrive à dessiner quelque chose et d'essayer de le rendre à peu près crédible. Ce qui est intéressant, c'est que cette documentation, c'est souvent des bouquins et de la lecture, je suis pas allé à Calais, de toute façon le camp n'existe plus, mais c'est aussi des petits riens, des petits trucs beaucoup plus simples, des blogs, des témoignages, des BD, parce que souvent les auteurs de BD, quand ils s'emparent d'un sujet comme ça, ils vont amener des anecdotes qui sont beaucoup plus sur le ressenti, mais qui vont amener vraiment de la justesse à l'ensemble. Parce ce qui va les marquer, eux, c'est justement des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. C'est l'histoire des empreintes que les réfugiés doivent brûler parce qu'ils ne veulent pas se faire choper. Et c'est plein de petits détails que moi, je vais essayer de récupérer et de truffer et de mettre dans l'œuvre finale. Quand j'avais écrit mon roman Loin, qui traverse beaucoup de pays, et beaucoup d'époques aussi, je me disais à chaque fois, comment est-ce que là j'aborde ce nouveau pays? Et donc évidemment j'allais lire la Wikipédia et l'histoire du pays et tout ça, et un peu comprendre comment ça marche, quoi. Mais j'allais aussi sur Instagram regarder, localiser un pays et puis voir des vidéos, des photos postées de tel endroit, telle ville, pour comprendre ce qu'ils mangent, ce qu'ils écoutent, à quoi ils ressemblent, qu'est-ce que c'est leurs envies, leurs goûts, et c'est comme ça que j'arrivais à peu près à avoir une image plus ou moins juste de ce que je voulais projeter, quoi. Ok. Et du coup, sur un sujet comme Passeport, t'as pas du tout été bossé avec, je sais pas, des gens qui ont travaillé directement dans la jungle, ou t'as pas eu des consultants pour certains détails, vérifier des choses? D'une certaine manière, si, mais en fait, j'ai juste lu leurs bouquins, quoi. T'as pas eu non, j'ai pas eu quelqu'un qui checkait, mais concrètement, tout ce que j'écris, c'est quelque chose que j'ai lu quelque part. Je vais dire, toute la scène entre Jeanne et Michel, où elle démonte un peu les arguments un peu réac de Michel sur les immigrés, c'est quelque chose que j'ai lu dans un grand bouquin sur l'immigration en France, et où j'ai tout simplement annoté tous les moments où je me disais tiens, ça faut que je le sorte, tiens, ça faut que je le ressorte, tiens, ça faut que je le sorte. Donc chiffre à l'appui, quoi. Toute la partie dans le camp, ça vient évidemment d'un bouquin sur le camp de Calais. Certaines petites anecdotes viennent de tel témoignage ici ou là. Donc à chaque fois, c'est comme si les gens m'avaient nourri, mais tout simplement via les lectures que j'ai faites, quoi, ou les documentaires que j'ai regardés, ou ci ou ça. Et t'as eu des retours de gens qui ont travaillé sur le sujet et qui t'ont dit complètement, c'est hyper précis, bravo. J'ai surtout j'ai surtout eu des retours de réfugiés qui sont bouleversés et qui reconnaissent complètement ce qu'ils ont vécu, et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que les gens qui sont le plus
on va dire, le plus critique de Passeport, c'est ce qui revient chez eux, c'est le côté c'est un peu trop feel good, quoi. C'est un peu trop feel good et la réalité elle est beaucoup plus dure que ça, etc. Ce qui est marrant, c'est que c'est jamais ce que disent les réfugiés. Ils vont pas du tout dire c'est feel good, ils vont dire c'est exactement ce que j'ai vécu. Précis, ouais, mais surtout c'est ce qu'ils ont vécu, parce qu'en fait disons que quand cette critique elle arrive, moi j'analyse ça comme étant, en fait, c'est quelqu'un qui aurait aimé que ça soit plus sombre, que l'image des immigrés soit quand même un petit peu plus en raccord avec ce qu'on voit sur BFM. Si quand même l'image qu'on voudrait donner, ce serait mieux qu'ils meurent dans le bateau quand même. Et moi, en fait, l'histoire que je raconte dans Passeport, c'est pas celle qu'on voit sur BFM. En fait, je raconte l'histoire de ceux qui s'intègrent, de ceux qui finissent par arriver en France et qui vont avoir une famille et qui vont avoir des enfants. Et en fait, leurs enfants, moi, je suis enfant d'immigrés, même si pas visible. Et plein de potes à moi sont enfants d'immigrés. Et pour eux, quand ils voient Passeport, ils voient juste l'histoire de leurs parents. Et donc, le côté justement, c'est trop édulcoré, pour moi, ça vient de quelqu'un qui n'est pas du tout au courant de comment ça se passe, en fait, la vraie vie, et qui garde cette impression que parce que il est déconnecté du fait que, en fait, l'immigration, c'est pas quelque chose qui est résumable à tel fait divers ou tel acte de délinquance. Non, en fait, l'immense majorité de l'immigration en France, c'est des gens qui viennent, qui trouvent du taf, qui vont devenir cuistots, qui vont bosser sur un chantier, dont les enfants vont étudier en France. Enfin, on est sur quelque chose, en fait, où c'est pas quelque chose de profondément négatif, au contraire. Donc, ce qui m'a le plus touché, évidemment, c'était les retours des assos, les retours des réfugiés, les retours des enfants d'immigrés, de tout type d'enfants d'immigrés d'ailleurs. Mais parce que si eux m'avaient dit t'es pas au bon endroit, c'était raté, là vraiment je me serais dit bon, j'ai raté mon coup, faut que je revoie ma copie, quoi. Si eux m'avaient dit c'est quand même un peu une vision d'un blanc, là je me serais dit ça m'embête un peu. Et en fait eux sont ceux qui sont le plus touchés, tout simplement parce que en fait c'est pas si souvent qu'on aborde ce sujet, qu'on les représente, ouais, mais surtout sous un prisme positif, avec des héros auxquels on s'attache, tout simplement, quoi. Et est-ce que, à l'inverse, que finalement, nous, quand on l'a vu, on s'est dit que c'était quand même une pièce qui était hyper politique. Est-ce que, à l'inverse, tu as eu justement des retours de gens qui étaient, on va dire, un petit peu déçus de cette prise politique, quoi. C'est quand même finalement c'est une pièce qui peut être aussi assez à charge contre les flics ou des choses comme ça. Est-ce que tu as eu Oui et non, c'est-à-dire que c'est pas non plus moi j'ai pas l'impression d'avoir fait un brûlot, quoi. Je veux dire, j'ai vu beaucoup de choses au théâtre qui sont beaucoup plus engagés, radicaux. On va dire que cette pièce elle est quand même une pièce où il y a une histoire, il y a du suspense, et même jusque dans en fait, évidemment que les gens d'extrême droite vont pas trouver ça bien, quoi. T'as eu des retours de gens d'extrême droite sur la pièce? Ouais, j'ai eu des retours. Ouais, il y a eu. J'ai vu un feed Twitter qui me taxait de théâtre immigrationniste. C'était intéressant, ce qui est une case assez. Très précis. Mais un feed Twitter très documenté, et vraiment qui démontait absolument tous les arguments, en gros, de la scène entre Jeanne et Michel. Ouais, du repas, ouais. Voilà, bon, clairement, c'est des faf, clairement, tous les gens qui commentaient, ils avaient un drapeau français, et voilà. Mais à la fin du feed, étonnamment, ils disaient, bon, quand même, la pièce, quand même, il y a un gros... à la fin, on est hyper surpris, on s'y attend pas du tout. C'est quand même bien fait, quoi. Les acteurs sont bons. J'ai été ému, mais malgré le fait que tous mes arguments sont des arguments immigrationnistes et machin, et que en fait je suis dans le faux, la pièce quand même se tient. Et c'est important, quoi, parce que je voulais justement que ce soit avant tout une histoire et un truc, quelque chose par lequel on est transporté, quoi. Donc de toute façon, voilà, tout le monde critique. Il y a des gens qui trouvent ça trop politique, d'autres pas assez. Mais ce qui me touche le plus, c'est effectivement les réactions déjà des assos qui tous disent, mais en fait c'est ce qu'on pouvait
c'est le meilleur allié pour nous, quoi. Parce que là où eux, leur discours, ça va être d'aller parler aux gens et de leur dire s'il vous plaît, accompagnez-nous et donnez-nous de l'argent. Moi, je raconte l'histoire. Donc, en fait, tout ce que eux, ils essaient de faire passer, là, c'est carrément dans un spectacle, quoi. Ouais. Et puis parfois, voilà, une œuvre, la force que peut avoir une œuvre narrative, un film, un roman. Comparé à un engagement politique et associatif, c'est que en fait on cherche à émouvoir et à aller toucher les gens et donc amener de l'empathie sur un sujet, sur des personnages. Et à partir du moment où on a de l'empathie, c'est qu'on commence à se dire est-ce que ça bougerait pas un petit peu ma façon de voir les choses. Et donc en tout cas, mais j'ai eu plein de retours de gens en sortie de spectacle qui dialoguent, quoi. J'ai eu des retours de quelqu'un qui a ramené sa grand-mère et qui elle-même tenait un peu le discours de Michel et qui est sorti en disant ok, je me suis planté, quoi, en fait. C'est super quand ça se passe comme ça, mais aussi des trucs où c'est souvent les générations les plus âgées, bien sûr, qui réagissent en disant j'ai une copine qui a ramené son père et qui a dit non, c'était bien jusqu'à cette scène là, je comprends pas cette scène avec Jeanne et Michel là parce que à ce moment-là c'est lui Michel, quoi. Il se voit dedans en fait, et donc c'est mais moi je trouve ça passionnant, en fait. Moi je trouve ça génial qu'on sorte de cette pièce et que ça nous amène dialogue, ça nous amène à parler de qu'est-ce que c'est notre rapport à l'immigration. Et en fait c'est juste que la plupart du temps quand on n'est pas directement immigré ou enfant d'immigré, notre rapport à l'immigration, elle passe par j'arrête pas de dire BFM, mais BFM ou CNews ou n'importe quel. Le prisme de la télé, quoi. Le prisme de la télé, le prisme des médias, le prisme des réseaux sociaux qui vont colporter des choses auxquelles on croit déjà, etc. Et là, en fait, dans cette pièce, on se met à la place de c'est plus nous les comment dire, les Français accueillants qui sommes le héros de la pièce, c'est ceux qui arrivent. Et du coup forcément ça déplace le narratif, quoi. Est-ce que le texte a beaucoup évolué, puisque tout ça m'amène à tout ce que tu as dit m'amène à cette question. Est-ce que le texte a beaucoup évolué depuis le départ jusqu'à la sortie, et est-ce que tu fais même des ajustements après peut-être les premières représentations? Très peu quand même. Pendant les répètes, Pendant les répètes, on a coupé à peu près 15 minutes, je pense, 15 pages de texte, quoi. Pour diverses raisons, hein, parce que des fois c'est trop long, des fois c'est trop verbeux, des fois... Moi, très vite, je fais venir des gens dans le public, même en répète, pour avoir des retours, entendre les rires, entendre si ça fonctionne, et puis de temps en temps après je leur dis alors, qu'est-ce que vous en pensez, ça vous a plu, et puis de temps en temps effectivement il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose et ça va faire tilt, et je vais faire genre c'est pas faux. Dans la scène notamment entre Jeanne et Michel, la scène du repas, c'était un peu plus long, et il y a juste quelqu'un qui en sortant me dit il y a beaucoup de chiffres quand même, et je dis c'est pas faux, Et donc j'ai simplifié, parce que moi-même je me disais c'est quand même dense, un peu trop exposé, quoi. Donc j'ai simplifié au fur et à mesure. Mes comédiens, un jour il y avait une réplique que disait Jeanne où elle s'engueulait avec Michel, et donc justement Michel lui reprochait disait un truc sur la France, et elle lui disait mais moi je suis française, hein, Michel, hein, je mange, je sais plus ce qu'elle disait, je bois de l'alcool, je mange du porc, et j'ai quand même 2 comédiens musulmans qui m'ont dit genre tu sais, c'est un peu bizarre cette phrase pour nous d'entendre que en fait si tu es français parce que tu bois de l'alcool, et je dis oui, c'est vrai que j'avais pas percuté, pour moi c'était qu'elle marquait un point en disant vous savez je suis même pas musulmane entre guillemets, mais effectivement c'est chelou à entendre, donc j'ai juste coupé la phrase, quoi. Donc c'est ce genre de choses qui ont évolué au fur et à mesure pour arriver à être sur le juste milieu de raconter cette histoire sans perdre de vue que ça allait forcément avoir une visée politique, mais sans que ça devienne sans que ça exclue trop de monde, quoi. Et justement j'allais te poser la question, c'est intéressant le fait que tu répètes avec un public. Tout à l'heure tu parlais notamment du rythme, de la musique, etc. Est-ce que justement quand tu regardes le spectacle avec des gens, tu fais attention à parfois décaler une réplique d'une seconde, des choses comme ça, pour vraiment que ton rythme soit hyper précis, pour laisser bien sûr, le rire et tout ça. Oui, après, les comédiens font ça naturellement aussi. C'est-à-dire que nous, souvent, hein, quand on arrive à la première et qu'on joue le spectacle, il y a des rires qu'on n'attendait pas.
Ok. Hein, ça arrive à tous les spectacles. On démarre et Pour puis un moment dramatique. Non, pas forcément, mais parce que à tel moment, en fait, ça déclenche un rire. Et c'est vraiment que à partir du moment où on a une salle pleine, quand on a la chance d'avoir une salle pleine, qu'on peut commencer à se dire ah tiens, on sait que le premier rire de la pièce, il va être là. Ok. Ah tiens, on sait que là, ça va être le plus gros rire de la pièce. Ah tiens, on sait que là, et en fait, petit à petit, du coup, on s'adapte aussi en termes de rythme et de temps qu'on laisse. Moi, ça arrive rarement que je dise, mais ça arrive, la plupart du temps, je dis allez, plus vite. Mais ça arrive que je dise, écoute, j'ai l'impression que là, si tu ralentis un peu, tu peux avoir un rire sur cette réplique. Ok. Hein, je sens que là, ça pourrait faire rire et que comme t'enchaînes directement, tu tues un peu le rire. C'est un rire, mais ça peut être autre chose, évidemment, une émotion, un moment. Mais voilà, le danger, c'est qu'après, tout le monde se dit, bon, moi aussi, je vais mettre un temps, et puis après, ça dure 2 heures. Et dans la continuité de cette question, à quel moment tu laisses partir la pièce pour qu'elle vive par elle-même? Parce qu'on disait que tu avais beaucoup de projets, et puis maintenant, tu as plusieurs pièces qui tournent. Est-ce qu'il y a un moment tu... Ah ouais, moi en gros, à la première, mon boulot est fait, quoi. Enfin... En gros, c'est parti, quoi. Je sais qu'avant la première, on a déjà fait tellement de filage et en public, etc., que j'ai déjà fait mes modifications, quoi. C'est pas genre à la première où je me dis ah, ok, d'accord, en fait, la pièce, elle raconte ça. Donc vraiment, moi, il y a 2 moments qui sont un peu clés pour moi. Le premier moment qui arrive en général à la moitié des répétitions, quand j'ai fini, entre guillemets, ma mise en scène, c'est-à-dire qu'on a fini de créer la mise en scène, on est capable d'avoir un filage de la pièce en entier. Voilà, ça arrive en général au bout de 3 semaines de répète, 3 semaines, 1 mois. Et là, pour moi, j'ai fait 90% de mon travail. C'est-à-dire que vraiment, toute la partie créative, elle est faite. Et après, dans la deuxième partie du travail, ça va être un travail plus de lumière, de son, de technique, mais ça va être justement, la place va être laissée à tous ces chefs de poste, et moi, je vais juste dire oui, non, un peu plus, un peu moins. Mais mon vrai taf, il est terminé là. Et après, à partir du moment où le spectacle il existe et qu'il joue et que ça marche, ça y est, ma présence elle est plus nécessaire, quoi. Et en plus de ça, de plus en plus maintenant, j'ai une assistante ou un assistant pendant le travail qui va être en fait le ou la metteuse en scène résidente. Et qui va être complètement apte à donner des notes aux comédiens. Et par exemple, c'est elle qui va former la deuxième équipe quand il va y avoir une deuxième équipe qui va se mettre en place, parce que si un spectacle marche au point de faire plus d'1 an ou de 2 ans, forcément à un moment il y a une deuxième équipe qui arrive. Tu as combien du coup, à ce moment-là, tu pars sur la prochaine pièce, ou tu en as plusieurs en simultané potentiels ou... Non. Déjà, en général, quand j'ai fait un spectacle, le projet d'après, c'est pas un autre spectacle. C'est plutôt un film, c'est plutôt un tournage, c'est plutôt... Ensuite, quand ça marche, hein, quand on a la chance qu'un spectacle marche, la durée d'exploitation, elle est assez longue. Parce que ça va jouer au moins 1 an à Paris. C'est pas le cinéma. Et puis après, ça va partir en tournée. Et moi, faire une pièce par an, ça, en fait, ce serait comme si je coupais l'herbe sous le pied à mes autres pièces, quoi. Donc je laisse toujours 2-3 ans entre 2 créations. En général, c'est 3 ans. Parfois, c'est 2 quand tout à coup j'ai vraiment l'inspiration et le moment. Mais je suis pas pressé, quoi. J'ai pas un truc de me dire il faut absolument que je travaille, que j'enchaîne une autre. Je prends vraiment le temps de réfléchir. Là, par exemple, aujourd'hui, je ne sais absolument pas quelle sera ma prochaine pièce. Si prochaine pièce il y a. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Par contre, je sais que je travaille sur un film. Donc voilà. Donc non, au contraire, moi, quand une pièce démarre, c'est les vacances. C'est les vacances. Ah ouais. Et comment tu sais quand tu as une idée d'histoire sur quel médium elle va aller? Est-ce que c'est instinctif pour toi, ou est-ce que tu te poses la question de est-ce que je fais un film, est-ce que je fais une pièce, est-ce que je fais un bouquin, Disons que mon premier instinct, ça va être une pièce, forcément, parce que c'est mon ADN, mais parfois il y a des histoires où je sais que ça ne sera pas du théâtre, quoi. Si je pense à un film d'action médiéval, je le vois mal au théâtre. Ça peut se tenter. Ça peut toujours se faire, avec mais si je pense à... ça dépend. Si je me dis... là, tout le monde me dit... je vais aller faire une traversée de l'Atlantique, là, et tout le monde me dit ça va être une pièce, et je suis là genre non, je vois vraiment pas ça au théâtre. Un roman peut-être, un petit bouquin, un petit truc de ça, c'est possible. Là, j'imagine ce médium là, quoi. Okay. Voilà, selon s'il y a un truc où je me dis ça ne peut être que à cet endroit, ça ne peut être que un film, ça ne peut être... mais parfois
comme c'est le cas d'Edmond. Edmond, j'étais persuadé que ça ne pouvait être qu'un film. C'était un film dans ma tête depuis le début, c'était un film, jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, je peux le faire au théâtre. Et là, ça a été une révélation, quoi. Pour le transformer ensuite le transposer en film. Exactement. C'est-à-dire que de toute façon, j'ai conscience que tout ce que je fais pourrait être une pièce. Mon roman, loin, ça pourrait être une pièce, mais ça serait une très longue pièce. Et j'aurais pas pu raconter tout ce que j'avais envie de raconter. J'aurais pas pu avoir ce côté fleuve ou alors une pièce de 6 heures. Mais bon, mais je savais que à la base, loin dans ma tête, c'était une série. Et comme je me suis dit, j'aurais jamais le budget nécessaire pour faire une série comme ça, le moyen le plus simple et économique et clair, c'est d'en faire un roman. C'était plutôt du genre, j'ai cette histoire qui est quand même chouette, j'ai la fin, j'ai toute l'histoire, mais ce serait dommage que ça existe pas, quoi. Donc c'est devenu un roman par la force des choses. Mais l'investissement, je trouve que écrire un roman aussi long ou faire un film, c'est des investissements beaucoup plus lourds pour moi que de faire une pièce. Et c'est qui Alexis Michalik, le spectateur de théâtre? Est-ce que tu te nourris déjà de ce qui se passe? Est-ce que tu parlais tout à l'heure de formes plus expérimentales? Est-ce que tu vas à Avignon un mois tous les étés pour te nourrir de ça? Ouais. Bah, je vais beaucoup au théâtre, vraiment beaucoup au théâtre. Et déjà, je vais voir tous les potes, donc ça prend beaucoup de temps. et oui, j'essaie d'aller voir plein de choses, le maximum de choses. Mais il n'y a pas que le théâtre qui m'inspire. Le théâtre, évidemment, est une source d'inspiration. Tous les grands que j'ai vus en étant ado m'inspirent complètement aujourd'hui. Mais il y a des trucs que je vois où je suis fasciné et je trouve ça génial, mais je sais que je serais incapable de faire ça. Starmania, Thomas Joly, moi j'adore Thomas, j'adore ce qu'il fait. C'est un génie visuel. Je suis incapable de ça. Quand je vois Starmania, vraiment, je suis au spectacle, je suis comme un gamin, mais je pourrais pas faire ça. C'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je raconte des histoires et ça passe par l'écrit, ça passe par le narratif. J'ai pas un esprit visuel, quoi. Mais oui, ça me nourrit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que le théâtre qui nourrit. Les séries me nourrissent, les bouquins me nourrissent, tout. On est la somme de ces influences quand on est créateur. Comment est-ce que tu as travaillé la mise en scène de Passeport? Parce qu'en plus, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de lieux. Ouais. Et finalement, avec des décors, comme souvent chez toi, assez simples. Ouais. Oui, et puis j'ai un peu toujours quand même ce même principe, mais dont je peux pas trop sortir, parce que quand il y a justement beaucoup de lieux, beaucoup de scènes, beaucoup de changements, et que j'ai envie que ça aille vite, je peux pas faire un décor complet à chaque fois, c'est normal. Donc je suis obligé d'aller vers les purs, et puis là, j'ai donné une place un peu plus importante à la vidéo. Oui. J'avais envie d'amener de faire un habillage. J'ai aussi microté tous mes acteurs cette fois-ci. J'avais envie de faire un travail avec vraiment le son que j'avais un peu découvert avec les producteurs juste avant, où forcément comédie musicale, micro, etc. Je me dis c'est intéressant tout ce qu'on peut explorer de cette manière-là, et j'aimerais bien continuer dans cette direction-là d'ailleurs. Et voilà, mais sinon moi en gros je travaille avec ma scénographe en amont. Je lui dis voilà, qu'est-ce que tu peux me faire? Et puis au final, là, ce que je suis très content, c'est que je voulais de la récup pour ce décor. Je voulais qu'il y ait une sensation de récup, et pas seulement par les matériaux et par les choses qu'on emploie, mais aussi elle a construit 2 objets, un espèce de container, un truc sur roulette, et qui sert qui devient un bus, qui devient un bus, un train, plein de choses, vraiment, et une table qui devient le lit d'hôpital, la table de cuisine, qui devient la table des parents, qui devient et en fait ces 2 éléments, on a essayé de les utiliser, qui devient le bateau. Tous ces éléments, on a essayé de les utiliser au maximum, parce que je voulais justement qu'il y ait cette impression de j'aime bien quand il y a quelque chose qui resserre et qui redevient, et surtout pour cette pièce, ça me semblait logique. Donc à chaque fois, je me dis qu'est-ce qu'on va essayer de réinventer cette fois-ci, mais avec toujours ces contraintes il va y avoir plein de scènes, plein de décors, donc je vais être obligé d'avoir des changements rapides, etc., parce que sinon je raconte pas mon histoire comme je veux. Et il y a autre chose qui m'a marqué c'est vraiment ultra personnel, qui m'a marqué dans la pièce, c'est le premier objet culturel que je vois qui est pas un cliché sur les bibliothèques et les bibliothécaires.
Et je me demandais si Alors toi... il le dit pas, ça le juste parce que sa femme... Ma femme travaille dans les bibliothèques, donc c'est vrai qu'on n'a pas la bibliothécaire avec des grosses lunettes, la queue de cheval et qui dit chute à tout le monde, quoi. Alors déjà, la bibliothèque, elle est très présente dans mes spectacles. Il y a une bibliothèque dans Une histoire d'amour, il y a une bibliothèque dans Le porteur d'histoire, il est dans une bibliothèque. Chez Monsieur Honoré, dans Edmond le film, il a une sorte de grande bibliothèque personnelle. Je pense que, enfin, c'est pas, je sais, ça vient de quelque chose de très personnel, qui est que tout simplement mes parents m'amenaient à la bibliothèque. J'ai grandi à Paris, on allait dans le 18e porte de Clignancourt, mais pas loin, à Jules Geoffrin. Et voilà, il y avait cette bibliothèque où tous les mercredis, voire les mercredis et les samedis, on allait là-bas, on empruntait des BD. Et le deal, c'était vous pouvez prendre des BD, mais vous êtes obligé de prendre des livres aussi, quoi. Okay. D'accord, ok. Et avec nos 4 cartes famille, on pouvait emprunter 20 BD et rentrer avec 20 BD qui nous faisaient la semaine. Et donc, on n'avait pas de télé, donc c'était vraiment notre source d'inspiration. Donc, je pense que la BD, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup influencé de manière générale dans la narration, dans ce que je raconte, dans l'histoire que je raconte, quoi. Donc la bibliothèque, c'est quelque chose qui a une part très importante chez moi. Et en plus de ça, en fait, au final, pareil, les réfugiés m'ont vraiment dit oui, justement, la bibliothèque, c'est vraiment un endroit où on se retrouve et on passe énormément de temps là-bas pour apprendre, pour lire, parce que c'est gratuit. Parce que c'est un des services qu'on a gratuitement avec la santé. D'ailleurs, dans la pièce, il y a la santé, il y a l'hôpital et il y a la bibliothèque. Et j'essaie un peu d'appuyer les quelque chose qui sont pas trop mal dans notre système, quoi. Et alors justement, à propos de bibliothèque et des BD que tu empruntais, etc., quelles sont tes grandes références culturelles à toi, genre ta BD favorite, le réalisateur qui t'inspire c'est marrant, mais est-ce qu'on peut citer des gens en particulier, d'ailleurs ? Plein, bien sûr. Mais c'est drôle parce qu'au début, il y a toujours ce truc où quand on est gamin, quand on est ado, enfin je sais pas vous, mais moi en tout cas, il y a toujours ce truc où on cherche à définir quel est notre chanteur préféré, notre auteur préféré, remplir une liste. On fait notre liste. Et je trouve que plus j'avance et moins il y a vraiment de listes, moins il y a ce besoin de vraiment catégoriser et de dire ok, c'est lui mon préf. Maintenant en fait on peut aimer plein de choses de manière égale. Je vais aimer des films qui sont extrêmement différents. Et oui, évidemment que je vais citer Christopher Nolan comme tout le monde parce que le scénariste est génial, mais Audiard aussi. Moi, j'aime beaucoup les réals scénaristes. Moi, mes rêves, c'est Billy Wilder. Voilà, tous ces mecs qui ont écrit, fait, qui font plusieurs choses. Je veux dire, Shakespeare, c'est ça, c'est un auteur chef de troupe, quoi. En BD, il y a d'abord toute la BD franco-belge un peu classique avec lequel j'étais gamin, Tintin, Cookie Flupk, Lucky Luke, Astérix, tout ça. Et puis après moi, ado, vraiment, ça a été deux choses, les mangas d'un côté, que c'était le début des mangas avec d'abord Akira, Gun, plein un peu de mangas de référence à l'époque. Dragon Ball évidemment, mais c'était presque trop mainstream. Et sinon, les BD de l'association. Donc c'était Sfar, Trondheim, les donjons. Il suffit, voilà, j'en ai plein. Oui, alors c'est un podcast audio, donc les gens n'ont pas la possibilité de voir l'immense bibliothèque. Mais il y a plein de bouquins devant nous. Ouais. Il y a énormément de références. On passe de William Shakespeare à Hergé, en passant par. Voilà. Mais je suis très BD. Gottlieb j'ai toujours des BD. Là, j'en ai filé, mais là, je viens d'en acheter. Il y en a que j'ai pas encore lu là, mais là, par exemple, j'ai lu avec vraiment attention cette BD dessinée par Christophe Gauthier qui s'appelle Jérusalem et qui raconte toute l'histoire de Jérusalem depuis des milliers d'années et qui est passionnante, surtout en ce moment. Et Christophe Gauthier, c'est celui qui avait fait le dessin de la BD du porteur d'histoire. Okay. Donc voilà, c'est un des deux dessinateurs avec qui j'ai eu le bonheur de travailler. Et Léonard Cheminot, c'est celui qui a fait la BD d'Edmond. Donc voilà, ouais, non, j'ai toujours eu l'association vraiment Sfar, Trondheim,
c'est mes préfs. Puis Riyad Satouf juste après, et tous ces mecs qui touchaient un peu à tout, Boulet, à l'époque des blogs BD, Pénélope Bagieux, voilà toute cette mouvance de BDistes quoi. Et puis les comics américains aussi. Frank Miller, voilà le côté un peu celui qui a fait Sin City mais qui faisait à la base du comic, et puis évidemment l'anglais Alan Moore, ça avait pour Vendetta et toutes les autres, From Hell, donc tout ça moi j'ai toujours été très branché scénario surtout, c'était le scénario qui faisait l'importance et la force de la BD, là où mon père, mon frère, ils sont plus visuels. Mon père, il peut pas lire une BD si le dessin lui plaît pas. Moi, c'est l'histoire qui compte, quoi. Avant tout, mais ça a toujours été le cas, quoi. Et t'as déjà eu envie d'écrire une BD ? En fait, je vois comment fonctionne le cycle de production d'une BD et quel est le résultat. C'est beaucoup de travail. C'est très minutieux. Je sais pas faire. Et puis, quand j'écris une histoire, moi, il y a un truc, mais c'est pareil que, quand on dit écrire une BD, c'est comme écrire un roman, quoi. Pour moi, la différence, c'est la solitude du travail. C'est-à-dire que écrire un roman, en fait, on est tout seul à table, et puis ensuite, quand on a fini d'écrire, le roman, il est écrit, et puis c'est la fin. Alors que quand j'écris une pièce ou un film, c'est le début de l'aventure. Il va y avoir des acteurs qui vont découvrir le texte, il va y avoir des prods qui vont avoir leur mot à dire, ensuite on va rentrer en production, ensuite va y avoir des répétitions, il va y avoir une décoratrice qui va penser à des décors, une costumière, et quand c'est un film, c'est encore plus de monde et encore plus de choses, et c'est chouette. Et moi, je suis vraiment un homme de troupe, quoi. Je m'ennuie quand je suis seul. Donc, je suis hyper heureux d'avoir écrit mon roman, Loin, et hyper heureux parce que encore aujourd'hui, beaucoup de gens qui le lisent et qui m'en parlent, et qui ceci et qui cela, et que... Mais le rendu émotionnel, le rapport entre le plaisir pris et l'aventure humaine, mis à part mon éditeur que j'adore, Gérard, si tu nous écoutes, je te fais un bisou. Il y a pas autre chose que ça, quoi. Il y a pas une aventure de troupe. On fait pas. Moi, j'aime bien faire des cadeaux, quoi. Et quand j'écris des pièces ou quand j'écris un film, je me dis ça va faire des beaux cadeaux pour des comédiens. Il y a des genres ou des typologies de projets que tu aimerais bien aborder ou que tu n'as pas encore abordé, où tu voudrais aller ? Ouais, je pense. La série, j'ai fait en tant que comédien, j'adore ça. Est-ce que un jour j'aurai envie de faire une série, peut-être, mais je sais aussi à quel point c'est chronophage. Je sais pas, mettre en scène un opéra, tout ce qui touche à la mise en scène, quoi, ça pourrait être ça. Comédie musicale, j'avais envie de le faire depuis longtemps, je l'ai fait avec les producteurs. J'aimerais bien concevoir, mais c'est encore une fois c'est un métier, mais j'aimerais bien concevoir un jeu. Moi, j'adore les jeux, j'adore jouer. J'aimerais bien inventer un concept de jeu ou travailler sur un escape game. Mais je sais que si demain je vais bosser sur un escape game, on va me dire tu vas faire l'escape game d'Edmond ou l'escape game. Ce qui m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresserait moi, c'est au contraire de me poser et de construire quelque chose, quoi. Intramuros, l'escape game. Okay. Ouais, voilà, mais je m'en fiche. En fait, c'est pas comme si c'était suffisamment populaire pour que ce soit intéressant, ou c'est pas mais même moi ce que j'aime, c'est travailler sur quelque chose de nouveau, quoi. Mais voilà, j'aimerais bien faire ça. Vous avez d'autres idées? Des expériences interactives. Mathieu, il bosse beaucoup sur la VR. Dans la VR, XR. J'adore la VR. J'ai mon casque de VR. Je suis passionné de VR. Il y a quelques temps, on m'avait proposé de travailler. Parfois des musées, des expos qui me demandent un peu des trucs. Et effectivement, on m'avait proposé de bosser sur un projet d'exposition un peu itinérante. Ça me branchait pas mal. J'aurais bien aimé essayer de travailler sur l'expérience du spectateur, etc. J'aimerais bien aussi faire un spectacle immersif, comme ça existe aux États-Unis, Sleep No More. Mais ça commence un peu à arriver en France, mais c'est assez timide pour l'instant. Ouais, ça existe en France un petit peu. Mais pour l'instant, je suis pas encore satisfait j'ai pas encore l'histoire, parce que moi, il me faut une histoire pour arriver à le créer. Et puis ensuite, c'est quand même quelque chose où
Bon bah après il faut trouver un immeuble, il faut puis, voilà, il faut Oui, puis en termes d'écriture pure, c'est colossal. ouais mais ça c'est c'est pas si grave, mais ça c'est pas si grave, mais je me demande par où aborder le truc, et puis il faut que ça se tienne économiquement. Oui. Hein, faut que s'il y a que 100 spectateurs tous les soirs, bah ça suffit pas à créer un truc qui mobilise un immeuble de 8 étages, quoi. Donc faut que Sleep No More, c'est quand même une économie assez fragile. Bon, les places sont chères là-bas, et puis voilà, ils font rentrer 1000 spectateurs, et puis en plus c'est internationaux, donc il faut pas qu'il y ait trop d'histoire, il faut que ce soit plus du visuel qu'autre chose. C'est assez décousu comme histoire. Ouais, Non. Il faut savoir que. C'est vrai, on n'est pas trop d'accord. Moi, je savais à l'avance que c'était Hamlet, mais en fait, franchement, il faut savoir. Macbeth, je crois. Macbeth. Mais ouais, c'était. Moi, j'ai rien compris, hein, personnellement. Ouais, moi non plus. Mais bon, Moi non plus. C'est une expérience. C'était une expérience. Ça dépend sur quelle salle on tombe aussi. Ouais. Ça dépend du parcours, ça dépend de plein de choses. Mais moi, j'aimerais bien vraiment raconter une histoire, mais pour ça, enfin voilà, c'est à réfléchir, quoi. Et à l'inverse, adapter, je veux dire, mettre en scène une histoire qui n'est pas la tienne, ça t'intéresse pas? À part les producteurs, enfin, tu l'as fait pour les producteurs, mais au théâtre ou ailleurs? Au cinéma, par exemple. Ouais, j'adorerais. On t'a pas proposé vu que tu lis beaucoup de BD, on t'a pas dit, au fait, Alexis, on cherche quelqu'un pour le prochain Astérix. Astérix, ouais. On m'a pas dit, mais parce que je pense qu'au cinéma, j'ai pas encore fait un film qui a fait suffisamment d'entrées pour qu'on puisse me dire, tu veux pas faire le prochain Astérix. Mais en général, quand on me propose un truc, c'est plutôt un prod qui arrive et qui me dit, voilà, on aimerait que tu fasses un film adapté de ce bouquin. Et ça s'arrête là, c'est-à-dire que c'est genre, bon bah du coup en fait on prend les droits et toi tu fais tout, tu fais le scénario, tu fais ceci, tu fais cela, et je suis là genre bah dans ce cas-là je vais faire mes propres projets en fait, parce que je vois pas l'intérêt, quoi. Mais oui, il y a des bouquins par exemple que j'aurais bien aimé adapter, quoi, mais qui ça a déjà été fait par exemple, quoi. Mais des trucs où ça fait longtemps que je me disais j'adorerais faire Fortune de France de Robert Merle en série, parce que ce serait passionnant, et puis je crois que ça a été fait, et ça va sortir là bientôt là. Mais non, mais un petit peu de... non pas vraiment. Moi, ça pour le coup, si c'est un bouquin que je lis où je me dis c'est génial, faut en faire quelque chose, aucun problème, quoi. Mais faut que je vois le truc, quoi. Ouais. Faut que ça m'inspire, quoi. Et puis en général, à chaque fois qu'on vient me proposer quelque chose que j'ai pas choisi de faire et de développer, il y a toujours un moment où j'arrête. Il y a toujours un moment où je lâche, parce que j'ai la chance d'avoir toujours fait des projets qui n'étaient issus que de mon envie. Et ce qui fait que je fasse une pièce, un film, c'est toujours, je sais pourquoi je le fais. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est pas une justification bien sûr, mais une histoire d'amour au cinéma n'a pas du tout marché. Et je suis très fier de ce film, etc. Je suis content d'avoir fait le truc. Mais vraiment la pièce a marché beaucoup plus que le film, quoi. Le film est sorti, il est passé à la trappe, il a fait 50 000 entrées à peine, et c'est pas un film que j'avais prévu de faire. Quand on a commencé à faire une histoire d'amour au théâtre, tout le monde m'a dit mais faut que t'en fasses un film, et parce que les gens me disaient faut que t'en fasses un film, j'ai fini par me dire bon bah je vais en faire un film, puis tant qu'à faire je vais essayer d'en faire un film avec les actrices de la pièce, etc. Bon bah voilà, c'est peut-être Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée pour faire des entrées, mais en tout cas, on l'a fait comme ça. Et c'est intéressant parce que vraiment, j'en retire ce truc de... C'est marrant, à la base, pour moi, c'était une pièce. C'était pas une idée initiale, quoi. Et demain, si on vient me dire, Passeport, faut vraiment que t'en fasses un film, je dirais, je suis pas sûr. Je suis très content que ça soit une pièce. Mais tu pourrais le céder à quelqu'un ? Oui, sans souci. Ouais. Si t'as un metteur en scène qui t'intéresse, qui vient de te le proposer. Voilà. Si c'est un projet où je me dis ça va être chouette, je suis curieux de voir. Moi, j'adore, par exemple, je suis vraiment pour la création. Quand j'étais très jeune, j'avais monté un spectacle d'une autrice écossaise, et comme c'était une autrice vivante, à un moment, moi, je m'étais dit, bon j'ai envie de couper ce personnage, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et elle m'avait très vite dit genre non, tu respectes mon texte, et j'avais fait genre bon d'accord, oh là là. Et donc moi j'ai un truc un peu de quand on me prend les droits de mes pièces, que ce soit les amateurs ou l'étranger. Parce que voilà, souvent mes pièces sont montées à l'étranger dans diverses mises en scène. Soit c'est moi qui vais faire la mise en scène, et dans ce cas-là, c'est une reproduction de ce que j'ai fait à Paris. Soit c'est quelqu'un d'autre qui va faire la mise en scène. Et à ce moment-là, vraiment, je suis dans un truc de
fais ce que tu veux. Ouais, Fais tu ce te que tu veux. détaches complètement du truc. Et... Ouais, fais ce que tu veux. Si tu veux couper, changer, modifier, rajouter ce que tu veux, c'est ton droit. Par contre, je vais pas venir voir le résultat. Ok. Parce que ça va peut-être me faire mal. Effectivement, ça m'est déjà arrivé. Et ça m'a un peu vacciné. Récemment, c'est très rare que j'aille voir les résultats. Et récemment, j'y suis allé parce que la pièce faisait un carton. C'était une histoire d'amour. Avant la guerre, évidemment, c'était une histoire d'amour montée à Tel Aviv par un théâtre israélien. Et c'était super. C'était vraiment très très bien foutu. Et ça a cartonné et pendant 6 mois. Et les acteurs me disaient est-ce que si jamais vous vouliez venir? Et à un moment, je dis je vais aller voir. Et effectivement, c'était une super mise en scène qui avait rien à voir avec la mienne, mais pourtant qui avait beaucoup de choses en commun. Et j'étais hyper touché de découvrir ce spectacle en hébreu. Donc dans une langue que je connais pas du tout, et pourtant les émotions elles étaient là, et pourtant les gens ils étaient touchés, et c'est fabuleux. Ouais, t'avais quand même cette impression étrange, enfin cette sensation étrange de voir que tu traverses les frontières et que finalement ton travail peut être universel, quoi. Ouais, mais d'une manière improbable, quoi. Moi quand j'apprends que Edmond ou Intramuros vont être montés dans des endroits, enfin je veux dire Edmond, ça a été monté à Tokyo en japonais. Avec des T'as pas acteurs été voir Edmond en japonais. japonais? Je vais y aller l'année prochaine, je pense, en 2025. Mais ouais, c'est des trucs fous, quoi. Et on voit les photos. Une histoire d'amour, ça a été monté dans un théâtre de marionnettes en Allemagne. Ah ouais, trop bien. Ok. C'est marrant. Et les photos sont dingues, quoi. Et vraiment, c'est une pièce quand même très contemporaine et très... qui aborde des sujets pas faciles, le cancer, plein de trucs un peu durs. Et vraiment, ils l'ont monté dans un théâtre de marionnettes, mais professionnel, quoi, avec vraiment des acteurs, des super marionnettes. Et je vois les personnages en allemand. Enfin voilà, c'est fou, quoi. Okay. Donc ça, je suis hyper content et je suis ravi, et faites ce que vous voulez avec, quoi. On va un petit peu avancer dans cette émission. Ça fait quand même déjà 1 heure qu'on parle. On n'a pas dit, nous, ce qu'on pensait de la pièce. Qu'est-ce que vous qui l'avez vu tous les deux, les gars, est-ce que vous voulez dire un mot? Alors, c'est horrible. C'est nul. C'est vraiment... Moi, je l'ai vu parmi les théâtre immigration. Ok, c'est ce genre de podcast. 1 heure après, ça y est, on a eu notre interview, on peut d'accord. partir. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous deux? Non, moi j'étais agréablement surpris en fait, et surtout dans la richesse de la mise en scène. C'est pour ça que je t'avais posé la question. C'est qu'il y a plein de... Mais j'ai eu pareil avec Le Porteur d'Histoire par exemple, où avec très peu d'éléments, tu arrives à faire voyager les gens, quoi. Et ça, je trouve ça assez fort. Et c'est une pièce qui m'a vachement ému, qui m'a vachement touché. Et c'est vrai que dans la salle, en sortant, ouais. et puis dans la salle, t'entendais quand même pas mal de reniflements, de bruits de mouchoirs, des trucs comme ça, donc c'était assez intense. Ouais, c'était drôle, mais en plus, moi, je vais assez peu au théâtre. Et c'est vrai que ce qui m'impressionnait, c'était la vitesse, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était très fluide. Il y avait beaucoup, on l'a dit, de décors de personnages. Et je trouve ça toujours fou sur comment, je sais pas combien de mètres carrés fait la scène, mais t'arrives à enchaîner tout ça de façon aussi limpide, etc. Et de voir les acteurs qui terminent une réplique, la lumière s'éteint sur eux, ils partent, changent un bout de décor, machin, et te dire, en fait, je me disais, On n'a pas parlé des acteurs, mais t'as quand même des acteurs qui sont vraiment assez impressionnants, quoi, qui changent de personnage en 2 secondes. C'est assez fort, quoi. Mais justement, sans te sortir de l'histoire, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont des acteurs à qui j'avais déjà pas mal bossé, quoi. Jean-Louis Garçon qui joue. Il y en a 3 en fait qui jouaient le même personnage dans Intramuros. Okay. Qui jouait Kevin dans Intramuros, Jean-Louis Garçon, Faisal Safi et Christopher Baemi. Et donc là, ils jouent ensemble pour la première fois, parce que comme ils jouaient le même personnage, ils jouaient pas ensemble. Et il y en a 2 qui viennent du Porteur d'Histoire, Isman Yakini et Patrick Blandin, et qui l'ont joué, je sais pas, 700 fois, 800 fois, 1000 fois. Voilà, des chiffres fous, quoi. Et donc c'était un bonheur de les retrouver, quoi. Il y a des moments où justement tu as du mal à caster parce que tu as tellement le personnage en tête que c'est compliqué, j'imagine, de trouver la personne qui va le faire bien. Du mal à caster, pas sur la première équipe. Okay. Mais c'est après, quoi. Ouais, une fois que tu as déjà ta vision très claire et non, très concrète de la pièce, là j'ai casté récemment l'équipe 2 qui va commencer à jouer début juillet. Ok. Et voilà, et c'est tout le truc de trouver des acteurs qui sont à la hauteur des premiers et qui vont être capables de sortir ce que sortent la première troupe, quoi. Et c'est fou, hein, c'est des aventures qui sont complètement improbables, hein. Nous, la première fois qu'on a vécu ça, c'était avec Le Porteur d'Histoire, mais c'est quelque chose de très... qui aujourd'hui est plus courant. Mais avant Le Porteur, il y avait quand même surtout du théâtre de tête d'affiche dans le privé. Et donc les succès, c'était souvent des pièces qui étaient avec des têtes d'affiche, donc qui jouaient
le temps de la saison et là vraiment c'est des pièces de troupe, donc on peut complètement changer le casting et avoir un nouveau casting qui va porter l'histoire, donc ça fait bosser encore plus de comédiens mais c'est complètement ahurissant en fait de se dire que voilà, c'est comme une franchise quoi. Et justement, comment tu te sens vis-à-vis du fait que tu es aujourd'hui, je pense, un des metteurs en scène de théâtre les plus populaires, les plus connus? Moi, je te dis ça parce que typiquement, j'ai dû voir, ça fait plus de 10 ans que je suis à Paris, j'ai dû voir 5 pièces, on a 3, c'était Étienne. En fait, on sait que Michel X, c'est un nom, on voit les affiches dans le métro, on dit, ah, tiens, c'est sa nouvelle pièce, et on sait qu'il y a des gens qui vont pas forcément souvent au théâtre, mais qui vont voir tes pièces parce qu'il y a la réputation qui va autour. Est-ce que la profession te dit souvent c'est cool, t'es un des porteurs du médium, même si je doute que le théâtre va plutôt bien, mais La profession ou est-ce que c'est un truc que tu penses pas du tout à ça? Non, mais c'est incroyable et fou et génial d'avoir un public qui est fidèle en fait. C'est quelque chose de formidable. Après, je pense vraiment sincèrement que si je fais un spectacle qui est pourri, les gens ils viendront. Et le mot circulera vite aussi. Donc à chaque fois, il y a quand même cette importance d'avoir il faut que ce soit à la hauteur, il faut que ça surprenne, il faut que ça quand on a la chance d'avoir un public fidélisé, il faut à la fois le surprendre et pas trop le décevoir, mais voilà, moi ça me permet de continuer à m'éclater artistiquement, et puis après maintenant je suis surtout content que ça ouvre la porte aussi à plein de gens, à plein de jeunes metteurs en scène, metteuses en scène, et surtout auteurs et autrices, parce que c'est surtout ça que ça a amené qu'aujourd'hui les producteurs de théâtre, il n'y en a pas 15 000, hein, on se connaît tous, ils cherchent surtout à mettre la main sur des auteurs. Parce qu'ils savent que en fait, le théâtre narratif a pris une place beaucoup plus importante et que le public cherche aujourd'hui des histoires au théâtre comme il cherche des séries. Et le théâtre privé, hein, j'entends, s'empare aujourd'hui de sujets qui sont des sujets de société, des sujets contemporains, l'Iran, voilà, des sujets politiques, des sujets forts, tout en faisant un spectacle inventif et populaire. Donc ça c'est super. Après le reste, moi ça va pas, je travaille quoi. J'avais quand même une petite dernière question, un tout petit peu dans l'actualité. On enregistre, on est le 2 juin. Dans moins d'une semaine, tu prends un bateau, c'est vrai. Tu vas traverser l'Atlantique avec Armel Lecléac, et tout ça pour porter la flamme olympique aux Antilles. Alors moi qui ai le mal de mer sur un pont, je suis un peu épaté. Comment ça s'est passé, comment on est venu vers toi, comment c'est arrivé, qu'est-ce que j'ai vu sur Instagram que il y a eu une préparation aussi. En fait, tout simplement, il y a quelques mois, je me suis retrouvé à une soirée au Grand Palais pour le lancement des Jeux, etc. Et on m'a proposé de porter la flamme. J'ai dit, génial, quel honneur, en gros, sur 200 mètres. Et voilà, et donc on s'est décidé sur Avignon, parce que ça avait du sens avec le festival, etc. Donc je vais porter la flamme le 19 juin à Avignon. Et quelques temps plus tard, je crois que c'était à la première de Passeport d'ailleurs, Camille Amier, qui s'occupe de ça chez Paris 2024, m'a dit mais écoute, on a un truc de fou à te proposer, ce serait de partir en bateau, amener la flamme de Brest à Pointe-à-Pitre sur un trimaran Banque Populaire. Et j'ai dit non merci. Moi ça va, Guadeloupe, je préfère y aller en avion qu'en bateau. Et le lendemain, j'en ai parlé à mes potes qui m'ont tous dit mais t'es complètement dingue, c'est une expérience folle de vivre ça. Et donc j'ai rappelé en disant bon, est-ce que vous voulez encore de moi et voilà. Et donc effectivement moi aussi, j'ai pas trop le pied marin, donc je vais j'ai étudié tous les médicaments possibles et ça va être et c'est aussi le côté l'expérience folle quoi. C'est quelque chose de nouveau et forcément je vais en sortir avec plein d'images, mais et ça je suis toujours très content et très excité quand il va y avoir quand je vais vivre quelque chose de nouveau. J'adore aller découvrir des endroits que je connais pas. Il y a 2 ans, j'ai été tiré au sort pour être juré dans un tribunal aux assises. Et je me suis retrouvé juré dans une affaire criminelle. Et c'était passionnant. Et je mets ça à peu près sur le même niveau en termes de nouveauté et d'expérience. Et après,
effectivement, ça va être assez sportif, mais c'est au service d'un joli projet qui est d'amener la flamme, quoi. Et tu le fais toujours à Avignon ou pas du coup? Non. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que j'arrive en Guadeloupe, Inch'Allah, et après, 3 jours après, je reviens et je le fais porter à Avignon. Tous les mois dans cette émission, on fait le tour de l'actu pop culture du moment, tout ce qu'on a vu, lu ou écouté. Et on va commencer Par moi. par toi, Alexandre, et surtout on va par parler de toi. une autre Ouais, artiste exactement. qui est multicasquette, qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Fanny Ruet, qui est chroniqueuse chez France Inter, qui fait du stand-up, et qui a sorti, elle aussi, un roman qui s'appelle Bien sûr que les poissons ont froid. Ouais, exactement. Donc après s'être lancé dans le stand-up, Fanny Ruet, qu'on salue et qu'on connaît bien puisqu'on l'a reçu à 2 reprises au podcast, Team belge. a sorti l'année dernière son premier roman, Bien sûr que les poissons ont froid. Alors quand j'ai vu le titre, je me suis dit, enfin je connais quand même Fanny, mais je me suis dit, j'avais un peu peur d'avoir le truc un peu à la Catherine Pancol. Mais je vous rassure, le titre est emprunté à une chanson de Raphaël. Et en fait, j'avais quand même un peu vite oublié le talent de Fanny pour nous raconter des histoires. À ce propos, son premier spectacle qui s'appelle Bon anniversaire Jean est dispo sur MyCanal et c'est à l'image de ses chroniques France Inter. Si vous l'écoutez dans l'émission de Nagui, c'est aussi drôle que gênant. Donc bref, si je vous en parle, c'est surtout qu'il vient de sortir en poche. Puisqu'il est sorti en grand format l'année dernière et c'est une bonne raison pour vous dire que si vous ne l'avez pas encore lu, foncez-y. Donc pour l'histoire est quand même à moitié autobiographique puisqu'elle part de quelque chose qui lui est arrivé. Donc c'est un personnage qui s'appelle Ali, la trentaine, qui vit seul dans son appart bruxellois avec son chat. Sa vie est assez morose, elle fait pas grand chose, son travail la passionne pas, elle a un travail de journaliste elle n'est pas super intéressée. Elle écrit pour de la PQR belge, donc c'est encore moins passionnant que ce que vous pouvez imaginer. Et en fait, elle se remémore qu'il y a une quinzaine d'années, quand elle avait un Skyblog, elle s'est liée d'amitié avec un jeune garçon de son âge qui s'appelait Nour, avec qui elle a commencé ensuite une relation qui était mi-amicale et mi-amoureuse sur MSN. C'est une personne qu'elle n'a jamais rencontrée, qu'elle n'a jamais vue. Et depuis, évidemment, plus aucune nouvelle. Et surtout, il n'y a aucune trace de ce Nour sur Internet, ce qui est quand même, on va dire, un peu bizarre. En général, quand tu tapes un prénom et un nom sur Internet et tu tapes quelques détails, tu peux... En général, il y a souvent des choses qui ressortent. Et là, vraiment aucune trace. Et donc, elle essaye de le retrouver. Donc, c'est quand même un roman qui est très ancré dans la génération 90. Je pense que Marc, qui l'a lu ici, n'a pas forcément eu le même ressenti que moi. J'ai googlé des références parce que je les avais pas du Voilà. tout. Moi, je lis pas beaucoup de romans, j'en lis même pas un par an. Mais celui-là, non seulement je l'ai dévoré en quelques jours, mais surtout il m'a beaucoup parlé parce que évidemment, moi qui suis un enfant des années 90, j'ai eu des amitiés et des discussions interminables pendant des heures avec des gens que je ne connaissais pas sur MSN et sur Skyblog. Bonsoir, bonjour. Ce monsieur en face de moi, j'ai Oui. rencontré sur un forum, donc c'est vraiment c'est quelque chose qui me parlait. Et alors évidemment, on a l'enquête sur la recherche de cette personne qui avance, mais surtout parce que c'est un livre qui parle surtout du mal-être qu'on peut traverser quand on est adolescent, du regard très difficile qu'on peut avoir sur soi, et plus généralement, c'est quand même un livre qui parle de dépression. Et c'est parfois triste, c'est un livre qui m'a fait pleurer à plusieurs reprises, mais c'est aussi souvent très drôle, notamment grâce à un nombre de vannes assez important en notes de bas de page. Le livre commence sur 2 citations, et la première c'est les paroles de Crazy Frog. Pour vous donner un peu une petite idée T'as de googlé la Crazy chose. Frog ou tu l'avais? Non, il l'avait par le flic de Beverly Hills. Oui. C'est autant un livre mélancolique qu'évidemment drôle et sarcastique, et évidemment ça reste quand même une enquête avec une fin que j'ai trouvée assez étonnante. Je vous le recommande chaudement, il est dispo pour 19 € aux éditions de l'Iconoclast ou 8,90 en poche chez Collections Proches. Donc si comme moi vous n'aimez pas lire mais vous aimez rire, Oh, merci. Une petite, allez-y. Et toi Marc du coup? Ben ouais, moi, je l'ai lu pour préparer cette émission. Je l'ai dévoré en 2-3 soirs. Ça se lit assez rapidement. Ça se lit assez rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages, mais c'était le style est très fluide, le style est très drôle. Et bon, nous, on a la chance de connaître Fanny un peu perso, mais
je trouve que ça va bien en complément avec à la fois ses chroniques, son spectacle, ses interventions sur les réseaux sociaux. Et ça, même si c'est officiellement une version romancée, on retrouve des éléments de sa vie à elle qu'on semble connaître. Et moi, pareil, comme tout le monde, j'ai eu des discussions sur Internet avec des gens le soir. J'ai toujours une conversation WhatsApp avec des amis que je connaissais à la base virtuellement. Donc, je me suis un peu retrouvé dans ce truc-là. Et puis, ouais, c'est super drôle dans les notes de bas de page, les commentaires, les références à une certaine culture. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et je trouve ça, un bon complément à ce qu'elle faisait déjà sur scène et à la radio. Et ça va bien avec. Voilà. Et elle le retrouve à la fin ou pas? Alors là, on va laisser le suspense. On en parlera hors micro si tu veux après. Si mais tu veux, je te raconte la fin, mais ou alors tu peux l'acheter ou l'emprunter en bibliothèque. Je l'achèterai. J'en achèterai 3 exemplaires. Sachant qu'en plus là, elle démarre aussi son nouveau spectacle. Oui, nouveau spectacle est en tournée en France et en Belgique. Elle sera à Paris à partir du 16 octobre au Zèbre. Alexis, toi, le stand-up, c'est un univers qui t'intéresse aussi? J'adore. Ou mettre en scène du stand-up, par exemple? Alors, mettre en scène du stand-up, je pense pas que j'en aurais les capacités, tout juste parce que j'ai besoin d'avoir plusieurs acteurs de troupe, sur le plateau, quoi, pour avoir quelque chose à raconter. Mais par contre, non, ça me passionne. J'aime beaucoup tous les codes du stand-up. Je regarde énormément de talk-shows américains. Late Show, Jimmy Fallon, Kimmel, Seth Meyers, Trevor Noah, tout ça. Et du coup, je suis j'adore cette culture du stand-up et de la comédie qu'il y a aux États-Unis, et qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas vraiment y avoir accès. Et grâce à Netflix, grâce à toutes les plateformes qui aujourd'hui font passer des spectacles, et grâce à YouTube aussi, c'est très facile de découvrir cet univers de comédie. Et c'est passionnant. Et en France aussi, il y a évidemment, le stand-up se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup en France et reprend un peu les codes des États-Unis, mais j'aime bien. Et Fanny Ruet, je la connais aussi, puisque je crois que j'ai participé à son propre podcast. Les gens qui doutent. Les gens qui doutent, Ouais, exactement. On renverra les auditeurs vers les gens qui doutent. Ouais, c'est un univers partagé. Quel consommateur de séries tu es? Est-ce que tu as le temps de regarder avec tout ce que tu fais, pas mal de choses? Alors déjà, c'est un mythe. J'ai vraiment énormément de temps libre. Je fais beaucoup de choses, mais je prends mon temps. Entre 2 spectacles, il y a 3 ans. Donc, en fait, moi, je passe la majeure partie de mon temps en vacances. Et c'est pas, ça fait rêver, franchement. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce qu'on me dit souvent ça. On me dit, mais tu fais tellement de trucs, à quel moment tu dors? Mais non, mais vous vous rendez pas compte. Moi, je dors 8 heures et mes journées, vraiment, c'est d'aller à Roland-Garros et c'est ça ma vie. De temps en temps, je travaille, évidemment. Quand j'ai un truc à faire, je vais le faire. Tous les 3 ans, du coup, tous les 3 ans. Ouais. Peut-être pas tous les 3 ans, mais honnêtement, j'ai plus de temps libre qu'autre chose. Puis j'ai pas d'enfants, j'ai pas de vie de famille, donc déjà ça change beaucoup de choses. Et donc je suis un consommateur de séries. À l'époque, j'étais un gros consommateur de séries. Maintenant, je regarde effectivement, mais pas que. Mais oui, je vois beaucoup de séries. Ça tombe bien parce que moi je vais vous parler d'une série. Ah, laquelle? Je vais vous parler d'une série portée par Colin Farrell qui s'appelle Sugar, qui est disponible sur Apple TV depuis la saison s'est terminée il y a quelques semaines. Alors moi déjà j'adore Colin Farrell de base, je trouve que c'est un acteur assez incroyable. Et ça m'intéressait de le voir dans une série, d'autant que là on me l'a vendu comme une série policière un peu classique où en fait il incarne John Sugar, un détective privé. John Sucre. C'est quand même John un nom Sucre, très classe. c'est assez étrange comme prénom. Jean Sucre. Jean Sucre. Jean Sucre, la francisation ne passe pas très bien. Qui se retrouve plongé justement dans l'univers du cinéma, puisqu'il est embauché par un grand producteur fictif pour retrouver sa petite fille qui a disparu. Et il va mener une enquête assez classique à base de rue de Los Angeles, je roule dans décapotable, j'ai une belle coiffure et je mets des lunettes de soleil en ayant l'air cool. Et ça fonctionne bien. Déjà, de base, l'enquête, elle est assez chouette à suivre. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette série, qui a été créée par Mark Protosevich, qui a un CV un peu étrange il a écrit sur Daredevil, je crois, et des projets qui me font pas forcément rêver. Pourtant, là, il a fait un travail remarquable d'écriture.
C'est réalisé aussi par Fernando Meirelles. Je prononce ça très très mal, mais c'est le monsieur qui avait fait La Cité de Dieu et de Constant Gardener. En fait, le personnage lui-même se nourrit tout le temps de films noirs, donc il va voir des vieux films au cinéma et c'est intégré dans le montage. Donc, dans la réalisation, on va voir des plans alternés entre la série elle-même et des extraits de films qui sont calés et c'est quasiment tourné de la même manière. Donc, par exemple, pour donner un exemple pratique, il roule dans une rue de Los Angeles au volant de ses décapotables et on va voir quasiment en montage subliminal des extraits de films avec Humphrey Bogart où il fait exactement la même chose. Et toute la série est montée comme ça, où on alterne de références cinématographiques qui sont utilisées visuellement dans la mise en scène. Il y a une justification, et je ne veux pas du tout la spoiler, avec ça. Et vraiment, moi, ça m'a... non seulement ça m'a passionné, je trouve que la réalisation de Meirelles, j'arrive pas à le prononcer, est vraiment assez cool. Et puis, ça m'a donné envie de me plonger dans ces vieilles rêves, parce qu'en fait, des vieux films noirs des années 40-50, j'ai vu quelques classiques comme tout le monde, mais là, il y a vraiment une panoplie de choses qui sont citées de manière parfois intradiégétique, où les gens regardent des films à la télé, il y a des références à... C'est vraiment complètement nourri de cette culture, dans tous les sens. J'ai retrouvé un article qui a fait mon boulot, à savoir lister toutes les références. Il y a 26 films cités, alors j'en ai noté quelques-uns, c'est pour les gens qui nous écoutent, qui veulent des refs. L'Empire du crime avec Kirk Douglas en 1946, Boulevard du crépuscule de Billy Wilder en 1950, En marge de l'enquête avec Humphrey Bogart de 1947, Les ruelles du malheur 1949. Je les ai pas vus, moi, ces films-là, et je veux bien le reste de la liste. Hein, il y a complètement un lien et vraiment, ça m'a donné envie de les voir, en fait, parce que on comprend, en fait, que comme le personnage se nourrit de ces films-là, il y a un lien qui est plus fort que ce qui est à l'écran. Il y a vraiment des références qui sont complètement digérées. Et ça m'a vraiment intéressé et je me suis dit, il faut que je voie ces films-là parce que je pense qu'il va y avoir un espèce de complément à la lecture de la série. Et en plus de ça, aux 3/4 de la série à peu près, il y a un coup de théâtre qui sort vraiment, alors qui à la fois donne l'impression de sortir d'un chapeau et en même temps, quand on y repense, c'était là depuis le début, mais vraiment très très osé. Hein. Ils vont très très loin dans un truc. Et ça donne envie, ça m'a accroché encore plus. Je me suis dit, waouh, quand même, il y a une belle idée là, ça c'est bien. Ok, c'est osé, mais comme ça a été pensé et que c'est là dans l'écriture depuis le début et que si on réfléchit 2 minutes, on se dit, ah oui, ça, dans ce cas, ça passe. Du coup, c'est quoi? J'ai pas fini la série. Faut vraiment qu'on parle hors micro. Donc voilà, c'est super classique. Je croyais que c'était un podcast de spoil. C'est super classique, c'est super efficace. Moi, j'ai trouvé ça cool. J'ai un peu de mal à voir. Alors, il y a une grosse porte ouverte sur une saison 2. Maintenant que le coup de théâtre est passé, moi, je vois pas trop comment ils vont rebondir, mais je suis pas scénariste. Donc, peut-être que derrière, quelqu'un a une idée encore plus géniale. Donc voilà, c'est 8 épisodes. C'est sur Apple TV. Ça s'appelle Sugar, comme le sucre. Ouais, c'est assez cool parce que moi du coup j'ai maté un épisode et demi. Et oui, j'ai pas fini encore. Moi j'ai une vie. C'est un podcast préparé mais pas trop. Ouais. J'ai regardé la bande-annonce. Mais que la moitié. Mais que la moitié, juste le bout. J'ai écouté la BO et non, et c'est comme j'aime le dire, c'est une série de papa. C'est que tu mets tes chaussons, tu t'allonges sur le plaid, tu mets ça, tu regardes, tu fais ouais, c'est cool. Oh, c'était bien les films avec Humphrey Bogart. C'est cool quand même, c'est cool. Et c'est une série très cool, voilà. C'est très cool. Sur un épisode et pas demi. trop la tête. Mais tu verras. Tu vas finir la série. Oui. Avec ton plaid, tes chaussons. Pas tout de suite, forcément. Okay. Ouais, voilà. Quand t'auras des enfants. C'est ça. Non, c'est vraiment cool. Voilà, donc c'est chaudement recommandé, allez-y. Et on va enchaîner par une deuxième série. Allez, viens. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi je voulais vous parler de Shogun, qui a été une des grosses séries de ce début d'année, qui est sortie sur FX aux États-Unis, qui est une chaîne qu'on aime bien autour de cette thème, notamment avec Mathieu, parce que c'est eux qui avaient diffusé Sons of Anarchy. Et ils ont fait plein de trucs depuis. Et c'était surtout présenté en Europe comme la grosse série Disney+. Hein, si jamais vous mettez 7 € par mois dans Disney+, c'est peut-être plus cher d'ailleurs maintenant.
il y a quand même pas grand chose à bouffer. Et bah là, ils sont arrivés en mode on a un gros truc pour adultes, c'est une histoire au Japon féodal en 1600, il y a des gens avec des sabres, machin. Et donc on s'est dit ok, qu'est-ce que c'est Shogun? Alors à la base c'est un roman qui a été écrit par James Clavell et est sorti en 1975, et en fait ce qui est marrant c'est que le roman s'inspire de faits réels mais qu'il a un peu remixé à sa sauce, à savoir donc on est en 1600 au Japon, où à l'époque où le Japon est complètement fermé au reste du monde. Le seul pays qui connaît le Japon, en dehors évidemment des pays frontaliers comme la Chine, etc., c'est en Europe, c'est le Portugal, qui a une route commerciale développée avec le Japon. Et en fait, en Europe, personne ne sait où est-ce que le Portugal arrive à amener certaines marchandises qu'ils mettent sur le marché, etc. Ça fait partie notamment des raisons de la richesse à l'époque du Portugal. Et donc en fait, quand la série commence, le shogun, donc l'empereur du Japon, vient de mourir. Et ses successeurs, enfin ceux qui sont en dessous de lui, ont créé un conseil des régents, ils sont 5, pour diriger le pays pendant que le fils du shogun grandit, puisqu'à l'époque il était encore mineur. Et donc il fallait attendre sa majorité pour qu'il puisse devenir shogun. Vous vous doutez bien que les 5 gugus qui sont en dessous et qui sont censés régler le pays et organiser tout ça vont se foutre un peu sur la tronche, et ça va commencer à faire des manigances et des intrigues de chambre pour essayer un peu de débarrasser tout ça. Et oui, forcément, la politique, c'est toujours très compliqué. Et donc, la série part de ce point de départ avec le shogun qui décède, les 5 mecs en dessous. Et à ce moment-là, arrive un navire néerlandais, qui est le premier navire européen en dehors du Portugal qui a réussi à trouver le Japon, et qui est dirigé, en l'occurrence, par un pilote anglais. C'est la scène d'intro, en fait, c'est un navire qui s'écrase sur les côtes japonaises, qui est en lambeaux, alors les voiles sont déchirées, le truc est à moitié éclaté de partout. Et en fait, ce mec-là arrive, il a la barbe de 1000 km de long, il vient de vivre un périple en mer pas fou. J'espère que ça se passera mieux pour toi dans quelques mois et dans quelques semaines. Si on arrive au Japon, c'est vraiment pour ces C'est vraiment qu'il y a un problème de navigation, ouais. Et donc en fait, ce mec-là, qui arrive avec sa culture évidemment complètement différente, va se retrouver mêlé à cette grande intrigue avec notamment un des régents qui s'appelle Toranaga, et qui va en fait être au cœur des manigances pour essayer de maintenir le pays à flot. Et donc c'est une grande série de drames historiques et de géopolitique. La première référence la plus évidente, c'est Game of Thrones. Alors ici, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de magie, on est sur un truc historiquement assez viable. Ils ont réécrit des trucs, hein, c'est pas l'histoire telle quelle. Le personnage du pilote anglais a vraiment existé, il avait pas du tout le même nom à l'origine. Et le régent sur lequel la série se concentre, qui s'appelle Toranaga dans la série, est aussi inspiré d'un personnage réel, mais en fait le roman d'origine avait quand même vachement fictionnalisé tout ça et construit tout ça, c'était un point de départ quoi. Et donc voilà, vous n'allez pas avoir un truc de véracité historique absolue, on n'est pas sur Viking ou des choses comme ça. Mais c'est vachement bien. Alors, c'est vachement bien notamment pour une raison qui est assez étonnante, c'est que la série a été vendue avec des affiches, etc., avec des mecs en armure, avec des sabres. On s'est dit ok, on va se prendre des batailles avec des samouraïs. Si vous voulez de la baston, ne regardez pas Shogun, c'est pas du tout au programme. Et en fait, la série est justement beaucoup plus intime et beaucoup plus subtile qu'elle en a l'air, notamment parce que c'est une série sur le choc des civilisations et un peu le choc des cultures. L'un des personnages principaux, en fait, c'est la traductrice, c'est une des assistantes de Toranaga, donc l'un des régents. Et c'est une nana qui est la seule à parler anglais parmi tous ces troupes-là. Donc en fait, c'est elle qui va faire service d'intermédiaire avec ce pilote anglais qui va prendre de l'importance. Et en fait, on va suivre ce pilote-là qui évidemment découvre une civilisation qui n'a rien à voir avec l'Occident, qui va se prendre ce choc des cultures en pleine poire et qui va en fait au fur et à mesure essayer de survivre, parce que c'est quand même son but, et en fait mener sa barque et un peu prendre ses responsabilités, prendre de l'importance, etc. Et donc en fait toute l'intrigue, le cœur vraiment de la saison, parce que c'est une saison de 10 épisodes, c'est justement sur ce choc des cultures, sur le moindre petit geste de politesse qui en fait dans une autre culture, qui pour l'anglais paraît simple, et pour le Japon des fois par exemple il offre ses flingues à une assistante, à une de ses servantes. Et pour elle, en fait, elle comprend pas, et c'est genre le plus grand des donneurs, mais du coup, elle se sent hyper gênée. C'est Dobby. Donc elle panique, et c'est un peu Dobby, ouais, dans Harry Potter. Et du coup, elle lui offre un katana qui appartenait à son grand-père, donc lui, il est un peu gêné. Voilà. Et c'est que des trucs comme ça, en fait. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est hyper subtil, et c'est assez émouvant, mine de rien, parce que tu vois comment, en fait, deux peuples, deux cultures complètement différentes s'apprivoisent, et tout ça, évidemment, avec des ramifications politiques extrêmement complexes derrière. C'est malgré tout
alors il n'y a pas beaucoup d'action, je l'ai dit, il y a pas par exemple la bataille qu'on vous vend, vous l'avez pas, mais c'est pas grave parce qu'en fait l'intérêt est pas là, l'intérêt est vraiment sur les personnages et comment ils évoluent avec un monde qui est en train de muter littéralement avec ce choc des cultures et en fait c'est une série qui est plus intime qu'elle en a l'air, qui est plus sur les personnages, qui est assez sensible et qui est notamment portée par des comédiens géniaux. Alors le mec qui joue le pilote anglais Cosmo Jarvis, moi je le trouve mauvais comme un cochon, on peut pas réussir à tous les coups, mais il a un côté un peu bourru qui est complètement voulu. J'aurais pas pris ce mec là, mais bon, à la limite tant mieux, enfin tant pis. Par contre les deux rôles principaux japonais sont absolument mortels. Donc dans le rôle de Toranaga, il y a Hiroyuki Sanada, qui est un mec que vous avez sûrement déjà vu. En fait, c'est un acteur qui a quand même un peu roulé sa bosse et qui a, depuis 20 ans, fait pas mal de second rôles à Hollywood. Il était dans le dernier Samouraï avec Tom Cruise. Il était dans le dernier John Wick. John Wick 4, c'était le mec qui gérait l'hôtel au Japon. Il a joué aussi dans The Wolverine. Il a eu un rôle dans Speed Racer, donc il a vraiment une carrière comme ça. Et pour les vieux de la vieille quarantenaire, c'était un des rôles principaux de la série San Kokai. Également, j'avais pas cette ref. Ça remonte à quasiment 50 piges. Hein, Ouais, mais oui, Fin voilà. d'émission. Il a commencé sa carrière comme ça, pardon. Et oui, et au Japon, il a notamment explosé parce qu'il était dans le ring de Hideo Nakata. Et en fait, voilà, c'est un mec qui a vraiment un charisme, qui a un regard perçant, qui a une gueule assez imposante et tout, et qui émane un truc hyper classe. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est quelqu'un qui, depuis 15-20 ans, fait beaucoup de rôles secondaires. Et là, il y a des mecs qui se sont dit attends, ce type-là, il a un charisme monstrueux, il faut qu'on lui file un premier rôle. Il est absolument génial dans la série parce que justement, c'est quand même quelqu'un à la fois qui est un peu victime de ce qui lui arrive parce que tout le monde se retourne contre lui, mais évidemment, le type est pas trop con et il avance ses pions avec prudence et tout en jouant justement sur le suspense et sur notamment il y a ce truc-là en fait dans l'écriture qui est hyper intéressant, c'est que le pilote ne comprend rien à ce que le mec fait. Parce que le type réfléchit de façon complètement différente. Et comme nous, on voit ça avec un point de vue d'occidentaux, on a un peu avec lui. Donc, il y a vraiment des surprises dans le récit, etc. Et l'autre rôle génial, donc c'est la servante, qui fait la traduction, qui s'appelle Mariko dans la série, qui est jouée par Anna Sawai, qui est une actrice pas du tout connue. Elle a commencé à passer récemment, elle a fait la série Monarch là, sur Apple Plus avec Godzilla et tout ça. Et avant, c'était une nana qui a notamment fait de la J-pop pendant 10 ans. Donc en fait, elle est très connue au Japon, mais là, elle est en train de faire un revirement de carrière et elle a tout plaqué pour devenir actrice. Et elle est géniale. Donc c'est assez marrant de voir deux comédiens, un qui est installé purement et elle qui débute, qui sont mis en avant comme ça. Et dans une série qui en plus a quand même l'intelligence d'être très bien produite dans le sens où notamment la série, alors c'est pas du tout dans les bandes annonces, c'était une surprise quand on démarrait le pilote, mais en fait la série est littéralement à moitié en japonais, c'est-à-dire que pour une fois les gens parlent leur langue d'origine, donc les japonais dans la série parlent en japonais et rien que ça c'est un truc d'écriture génial, c'est qu'en fait la traductrice qui donc fait la traduction pour le pilote, en fait tout le long de la série elle réadapte ce qu'on lui dit en fonction de ses interprètes, et donc il y a vraiment un jeu de manipulation sur les informations qu'elle laisse passer ou pas et la façon dont elle présente. Par exemple, à un moment, un type va insulter le mec, elle lui dit non, il vous dit que juste vous avez une belle gueule ou un truc comme ça. Et en fait, il y a de la manigance dans tous les sens, notamment avec cette confrontation des langues. Donc c'est assez passionnant à suivre. En plus, la série, c'est quand même assez beau. Le Japon, ils ont pas tourné là-bas, ils ont tourné au Canada, mais en termes de paysage et tout, ils ont vraiment réussi à recomposer. C'est beau le Japon quand même. C'est beau le Japon en studio à Vancouver, quoi. Mais notamment, c'est l'émergence de Osaka, etc. Et bon, il y a pas mal de CGI et tout, mais c'est assez propre, c'est assez sobre en fait dans la réalisation, mais ça marche très bien. Et voilà, alors c'est pas la première adaptation de Shogun, il y en avait déjà une à l'époque avec l'auteur de la série, enfin l'auteur du bouquin qui avait lui-même showrunné la série, c'était en 1980 et à l'époque c'était quand même la classe parce qu'il y avait Toshiro Mifune dans le rôle avec aussi Robert Chamberlain. Et à l'époque, le mec voulait il voulait Sean Connery, Richard Chamberlain, pardon. À l'époque, il voulait Sean Connery lui avait dit non, je ne fais pas de série. Donc voilà, c'est pas la première adaptation. J'ai pas vu l'original, donc je peux pas comparer, mais en tout cas, celle-là est très qualitative et c'est vraiment une super belle série. Et le seul point négatif, à part le rôle principal occidental qui est pas très bon, c'est que en fait, là, moi, je trouve la série géniale parce qu'en plus, elle a une fin, elle suit le bouquin, elle s'arrête au bout de 10 épisodes. Mais la fin est très surprenante. Beaucoup de gens trouvent que c'est un peu ouvert, mais en fait, elle fait passer par l'image beaucoup d'idées. Mais en fait, la série a été un énorme carton, et du coup, ils viennent de commander 2 saisons. Bien sûr. Et t'es là, mais vous allez faire quoi, vu qu'en fait, la série. Il n'y a plus de bouquins. Il y a une fin, il n'y a plus de bouquins. Donc j'ai un peu peur que ça tourne au vinaigre. Ils ont fait ça à un moment, non ? Ouais, mais il y avait l'auteur derrière, là, James Clavell, il est plus là pour prendre le truc, quoi. Et donc voilà, la suite sera peut-être pas forcément nécessaire. En tout cas, là, moi en plus, j'aime bien quand il y a un début, un milieu, une fin, c'est très bien. Donc là, il y a 10 épisodes, il se mate tout seul, et c'est très classe.
John Shogun, donc. John Cho- Tu as bien suivi. Voilà, quelqu'un qui écoute ce podcast comme il faut. John Shogun. Exactement. Voilà. Avant de passer la parole à Mathieu, est-ce que, Alexis, tu aurais un ou deux coups de cœur à nous partager avec nous En série choses, en film, en série, ce que tu veux. Le dernier truc qui t'a Dernier tapé truc dans qui t'a l'œil. marqué culturellement parlant. Ah là là. Même si tu nous as déjà parlé de Jérusalem tout à l'heure en BD. Ouais, c'est vrai, j'ai parlé de Jérusalem déjà en BD. Non, mais pour rester sur la série, qu'est-ce que j'ai vu moi récemment? Bon, j'ai vu Bridgerton, comme tout le monde, hein, c'est quand même très bien fait. J'ai vu Upload, c'est un truc que peu de gens regardent. C'est sur Amazon c'est Prime. vraiment pas mal, ouais. J'avais vu la première saison, c'était Ils assez ont rigolo. 3 saisons. Exactement, ouais, c'est la 3e saison. C'est vraiment pas mal dans le côté comédie, SF, anticipation. Je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. C'est assez drôle et c'est très voilà, c'est futuriste, etc. Mais c'est assez juste. Et puis bon bah moi ma série que j'adore et que personne ne connaît et que personne ne voit, et à chaque fois que je la conseille, les gens la regardent et me disent mais en fait c'est pas possible que cette série tout le monde ne la connaisse pas. C'est Undone. Je sais pas si vous avez vu, pas vu. C'est la série qui vu. en comment ça s'appelle, en En rotoscopie, ouais, tout à fait. Alors, j'ai pas vu la saison 2, mais là, on avait conseillé la première à l'époque. Voilà, sur Amazon Prime, c'est, je pense, la meilleure série du monde. C'est incroyable. Non, mais vraiment, Et donc, c'est fou, quoi. tu peux le pitcher? C'est de quoi ça parle? Undone, ça parle d'une jeune femme qui est malentendante, mais c'est anecdotique, ça concerne pas le reste du truc, et qui a un accident de voiture, et quand elle se réveille à l'hôpital, elle se met à avoir des hallucinations et elle voit son père qui est mort depuis 20 ans et qui commence à lui parler et à essayer de lui faire comprendre que en gros elle a peut-être le pouvoir de maîtriser le temps. Ouais. Et que grâce à ça, elle va pouvoir réussir à résoudre l'énigme de sa mort. Et pendant toute cette saison 1, et ensuite la saison 2 est encore plus dingue, la question c'est est-ce qu'elle est en train de devenir folle ou est-ce qu'elle a vraiment des pouvoirs ? Et c'est brillant, la réal est incroyable, c'est une série complètement folle, quoi, et personne ne l'a vu. Je l'ai vu. Alors, Moi, j'ai vu que la Je l'ai saison vu, 1. je l'ai vu vu. la C'est avec saison 2 ou pas Rosa Salazar. Non, j'ai vu que la saison 1, je crois. voilà, et en fait, Et vraiment. en fait, c'est effectivement très très bien. Et la saison 2 est encore plus folle que la saison 1, alors que, un peu à la manière de Shogun, c'est pour ça que je pensais à ça, à la fin de la saison 1, vraiment, je me suis dit, bon bah, ça sera forcément déceptif ensuite. Ouais, je t'avoue que c'est pour ça que j'ai jamais commencé la 2, parce que j'avais beaucoup aimé la 1, on avait Moi conseillé à aussi. l'époque, et quand la 2 arrive, je me suis dit, est-ce qu'il y a besoin d'une 2 Moi aussi, je me suis vraiment dit, genre, ok, ils feront jamais mieux, et en regardant la 2, ils sont trop forts, quoi. Ok. Ils sont vraiment trop forts. Si vous aimez Retour vers le futur, si vous aimez tous les films un peu de Everything Everywhere All at Once, qui est bon, voilà, que j'ai adoré l'année dernière et qui est c'est un peu le même genre de film qui exploite un peu cette espèce de concept de multivers, mais sans Marvel, quoi. Oui, puis il y a des fins un peu plus dramatiques et psychologiques aussi. Dramatique. Ouais, et voilà, sur ensuite, le la ton. rotoscopie permet plein de trucs en fait. Ouais. En La termes réal est visuel, incroyable, quoi. Visuellement, ça, c'est ça, vraiment c'est fou, super quoi. Très Vraiment, très très beau. Ouais, Ouais, voilà. effectivement. Est-ce que Super ça série. peut basculer sur une saison 3 ou il y a une vraie fin Ah pour oui, le oui, coup il y a une saison 3 qui arrive, ouais, mais ils prennent leur temps parce que déjà c'est de l'animation, c'est de la rotoscopie. C'est long, ouais. C'est long à mettre. C'est long, et moi vraiment j'attendais la saison 2 en me disant mais il y a assez peu d'épisodes par saison, hein, mais c'est tellement dense et riche et malin que voilà, si vous voulez que votre vie change, regardez Undone. Tiens, Bah, tu m'as convaincu de et- mater la 2, tiens. et faire de l'animation, ça t'intéresserait? Ouais, on avait un projet de faire le porteur d'histoire en animation à Ok. un moment, on avait un peu mis les... Mais c'est compliqué. Faire un film d'animation, ça sous-entend. La première question qu'on vous pose, c'est est-ce que ça peut être pour les enfants ? Bon, le porteur d'histoire, c'est pas trop pour les enfants non plus. Donc, parce que il faut que ce soit. Oui. C'est des budgets très très élevés. C'est assez compliqué. Voilà, pour toutes ces raisons, pour le temps que ça prend et l'énergie que ça prend, etc. Peut-être un jour, mais pas tout de suite. Mais tu es un consommateur d'animation Ouais, comme ouais, tout le reste. comme tout le reste. Et la plupart de mes séries, j'ai des séries que j'adore qui sont en animation. BoJack Horseman, c'est en animation. Enfin, plein de trucs en animation. Et ouais, les Pixar comme tout le monde, les Miyazaki comme tout le monde. Enfin, Okay. ouais, j'adore ça. Mais comme je suis pas un visuel, il y a deux choses en fait qui font que je me projette pas dedans en tant que créateur, mais que je suis un gros consommateur. C'est je suis pas un créateur visuel, je suis un créateur narratif. Et deux, j'aime trop travailler avec des gens et des acteurs
Voilà. Donc, diriger des gens. même si, l'animation, même si c'est Même dans si un l'animation, studio c'est et une même équipe, s'il y c'est a pas des tout à fait le acteurs, même même si rapport. machin, c'est pas exactement la même chose, quoi. On n'est pas sur un tournage où on tourne, où on tourne, on va partir tous ensemble tourner au Maroc, dans le désert, ou je sais pas où. C'est quand même dans un studio avec des gens qui font les voix et après les animateurs qui vont travailler pendant des mois et des mois et des mois. Ok. Et le festival d'Annecy, c'est la semaine prochaine. Alexandre et moi, on est en train de. De quoi on parlera le Plier prochain nos- tiens, on se pose la question. On est déjà en train de plier nos maillots de bain pour partir au lac Ouais, d'Annecy c'est vrai. la semaine prochaine. Ouais, Il parle plus du pédalo que des films, tu vois, c'est pour ça qu'ils vont être. On sait bien. On a déjà booké une raclette pour le premier Prenez les soir. cacahuètes. Ouais, c'est parti pour être pas terrible. Je vais passer la parole à Mathieu pour conclure cette émission. Le Warboy Mathieu. Bien sûr. Est-ce que tu as vu V8. Furiosa de George Miller ou tu n'as pas encore eu l'occasion? Pas encore, et apparemment ça marche pas terrible. Ah oui, Donc, c'est un énorme alors, vide. Justement, ça marche pas terrible. Je parle pas du film artistiquement, je parle de. Oui, de- du de box-office, ouais. du coup, peut-être que Mathieu va arriver à te convaincre d'y aller. Ou est-ce que Jean-Victor va te dire de rester chez toi? Alors, à la, Battez-vous. fin, Non, vous battez pas. à la fin du film. Alors, à la fin du film, on peut presque en parler, puisque du coup, Furiosa, Oui, c'est parce la que- préquelle de Oui, Fury quand même, Road. il y a un lien. Donc pour ceux qui ont suivi, alors, Pour une déjà, fois, tu peux spoiler la fin. En introduction, je vais rapidement donner mon contexte personnel sur le film, mais j'ai eu la chance de couvrir le Festival de Cannes pour CloneWeb, aussi pour la VR, puisqu'il y a une compétition immersive maintenant qui est partie prenante au festival. Intéressez-vous un peu plus à ça, il y a des choses à manger. Et donc du coup, dans ce contexte-là, je refaisais un peu ce qu'on avait fait en 2015, c'est-à-dire que j'ai découvert Furiosa en avant-première là-bas, quelques jours avant sa sortie en France et dans le monde entier. Et pour ceux qui apprécient le travail de ce jeune réalisateur de 80 ans quand même, puisque le Festival de Cannes a accueilli plusieurs camarades, notamment entre 80 et 85 ans, Francis Ford Coppola, etc. George Miller revient avec le préquel de son hit de 2015, donc c'était il y a 9 ans quand même, rappelez-vous, avec l'idée de proposer vraiment une préquelle collée au basque de son premier film, dans le sens où c'est une gigantesque course-poursuite qui vient vous expliquer l'origine story de Furiosa, qu'on connaît déjà par les traits de Charlize Theron et qui est ici interprétée par Anna Taylor-Joy. Et de manière assez surprenante, on prend le même pied en termes de cascade, d'intention, on va dire, adulte du film, de nous transporter dans un univers post-apocalyptique où on va aller se frotter à des machines qui foncent sur une grande ligne droite et des gens qui vont sauter de voitures à des camions, de Ne faites camions pas ça à des engins volants cette fois-ci, puisqu'il y a un peu plus d'engins volants. Et au-delà du plaisir presque cinématographique d'aller dans une salle pour pendant 2 heures prendre son pied sur cet esprit de cavalcade et de rebondissement à tout va, toujours dans l'esprit comme le premier film, de pas forcément en faire un univers forcément très narratif, mais quelque chose de plus jubilatoire en termes, comme je le disais, de cascade, etc. George Miller essaie d'y coller quelque chose de très presque pédagogique, dans le sens où on commence sur une carte de l'Australie. Pour ceux qui n'ont pas vu les 4 films précédents, on pouvait se poser la question, est-ce que ça se passe vraiment au cœur de l'Australie? Et il y a tout un déroulé très premier degré sur, on va vous raconter l'univers de Mad Max, pour ceux qui n'ont pas compris l'univers de Mad Max. Or, Fury Road, c'était un film qui décrochait de toute forme de narration, on va dire, détaillée pour nous expliquer organiquement ce qui se passait, et ça marchait extrêmement bien. Là, Furiosa, on est plus sur un récit vraiment des origin story. Et je crois que George Miller a encore dans ses cartons quelques histoires pour raconter aussi les autres personnages. Oui, il a un film aussi sur ce qui s'est passé pour Max pendant 1 an avant Fury Road. Et ça a désarçonné, j'ai l'impression, pas mal de gens, parce qu'on retrouve la plupart des seconds rôles et des personnages, y compris du méchant de Fury Road dans Furiosa, qu'ils sont forcément encore vivants puisque ça se passe avant. Il y a beaucoup d'éléments qui, fatalement, et je le comprends, peuvent être déceptifs dans le sens où on va retrouver un univers qu'on sait déjà totalement anéanti. Je pense qu'on peut parler de Fury Road assez librement, mais il y a cet esprit un peu étrange d'avoir un film qui, moi, m'a semblé assez jubilatoire sur la forme, mais qui, sur le fond, pose quand même une forme de question sur un Hollywood qui est un peu en bout de course quand même. Et ça, je pense que je vais laisser la parole à Jean-Victor, mais est-ce que le fait de se réapproprier des univers comme ça, de refaire des préquels, etc., l'univers Marvel, qui est quand même très en bout de course, même si j'ai l'impression qu'on est tous très fans du matériel d'origine, le box-office, effectivement, a été assez déceptif pour Furiosa, qui fait à peine 30% des entrées de Fury Road au niveau mondial.
pense qu'ils vont rapporter quelques dizaines ou centaines de millions quand même, histoire de rembourser les frais de café. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui laissent penser qu'en 2024, on a quand même Hollywood dans une forme de bout de course créative, en tout cas, avec très peu de propositions originales. On sait que ça fait plusieurs décennies que les propositions originales, à part Christopher Nolan, sont en train de diminuer en termes de succès. Et là, le fait que George Miller revienne avec un film qui, moi, me semble quand même assez efficace, mais qui n'attire pas les foules et qui, en plus, laisse poser beaucoup de questions sur sa propre capacité à recréer des contenus originaux. Je rappelle que George Miller, son dernier film n'est pas Fury Road, mais un film que pour le coup je pense original, 3000 ans à t'attendre, avec Idris Elba et Tilda Swinton. Regardez-le, c'est hyper bien. Et c'est hyper bien, d'ailleurs plusieurs critiques raccrochaient ce film-là plutôt... les deux derniers films de George Miller créent presque Furiosa dans la thématique. Et voilà, je voulais poser un peu ce truc-là. Au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines d'exploitation, Furiosa est une déception pour beaucoup de gens. Est-ce que ça remet en cause les projets de George Miller? On ne sait pas. En tout cas, il y avait cette proposition qui semble presque, on va dire, pour résumer, une répétition de Fury Road sans forcément avoir l'impact qu'il a eu à l'époque. Bah, tu l'as dit, en fait, ce que je trouve hyper décevant, c'est qu'effectivement, là où Fury Road, qui est quand même un film de franchise, on parle de Mad Max 4, quand il est sorti en 2015, c'était un peu le contre-coup de tout ce qu'il y avait en face. C'était une année où quand même il y avait beaucoup de retours de grosses franchises, il y avait Jurassic World, il y avait Fast and Furious 7, il y avait Star Wars 7, machin, etc. Et à l'inverse de tous ces films-là, Fury Road était un film qui démarrait en te disant, littéralement, je ne vais pas regarder dans le rétro. La scène d'intro, c'est Max avec sa bagnole iconique, il défonce la bagnole, et en mode, je vais te montrer des choses que tu n'as jamais vues dans les précédents. De toute façon, ça avait toujours été une saga où les films étaient un peu indépendants les uns des autres. Tu peux limite les prendre dans n'importe quel ordre, à part le premier. Et il y avait ce truc de, voilà, à l'époque, il avait déjà quand même 72 balais, et en fait, il revenait avec ce projet qu'il avait fait mûrir pendant 20 ans, qui effectivement avait un aspect très décontenançant parce que tout était dans l'évocation, c'est-à-dire que le film t'expliquais pas son univers, c'était au fur et à mesure de l'action et de ce que vivaient les personnages que tu comprenais les tenants et les aboutissants de tout, des personnages, de leur fonction, de cette histoire, de cet univers, de l'ordre social, etc. Et il y avait ce truc de l'image va tout véhiculer, le moindre objet, le moindre décor, le moindre truc va être porteur de sens, etc. Et moi, ma grosse déception, alors j'en ai plein vis-à-vis de Furiosa, mais la première, c'est ça en fait, c'est de me dire, je vois un film qui fait, a priori, entre guillemets, l'exact inverse, qui vient t'expliquer des choses, et en fait j'ai envie de me dire, mais quand je regarde Furiosa, je me dis, mais qu'on avait déjà compris en fait. Oui, ça m'apporte rien. C'est-à-dire que typiquement dans Fury Road, il évoquait des lieux, on parle de la Boulette Farm, de Gastown, Boulette Farm, etc., qui sont des lieux que tu aperçois quasiment pas. Il y en a un que tu vois de loin, l'autre tu le vois même pas, et là on t'y emmène, donc tu les vois, en plus c'est en CGI assez moche, mais tu regardes le truc, et en fait t'en vois pas plus. C'est-à-dire que oui, t'arrives devant le truc, tu fais oui, ok, donc vous avez construit une ville en 3D avec des... et on te met le nom devant, hein. Il y a des packshots. Oui, il y a des packshots et tout, et c'est tout. Et en fait, comme Furiosa vient constamment te mettre en image ce que tu apercevais dans Fury Road sans apporter quoi que ce soit de plus, d'un seul coup, cet univers qui paraissait immense parce que suggéré et évoqué dans Fury Road, qui était encore une fois un film qui allait très vite et avec ses courses-poursuites, etc., et qui drainait en fait cet univers dans son sillage, là d'un seul coup on te le montre, on te l'expose, mais on va pas avoir de choses nouvelles à part un ou deux personnages, et d'un seul coup t'as l'impression que c'est tout petit. Et ça me fait le même effet un peu que les spin-offs de Star Wars, notamment Rogue One, où ce qui à la base était une phrase dans un générique, genre des mecs ont volé un plan pour aller péter cette étoile noire, bon t'as fait un film de 2 heures dessus, bon il y a plus de personnages originaux en l'occurrence dans Rogue One, tu vois, mais t'as ce truc là de finalement, est-ce que ça apporte grand chose à tout ça? Non. Et en fait sur Furiosa, moi c'était la question que je posais à tous les gens avec qui je l'ai vu en sortant, c'est mais vous avez appris quoi? Genre, concrètement sur le personnage, et en plus je trouve que le traitement du personnage est un peu décevant. Alors a priori les premières versions du scénario, de ce que j'ai entendu dire, étaient beaucoup plus violentes, et Warner a dit vous allez vous calmer, et ça se sent un peu, mais en fait il y a un truc de film qui vient t'expliquer et te mettre en image pendant 2h30 des trucs qui à l'époque étaient suggérés, et moi en plus je trouve que le volet spectacle est très 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 en deçà de Fury Road, notamment parce qu'il y a un changement de chef-op. Maintenant c'est Simon Newgall, à l'époque c'était John Seal qui était un vieux de la vieille que George Miller avait fait sortir de sa retraite pour faire Fury Road et tout, et avec vraiment cette optique de il faut que tout ait l'air réel, on va tourner, bon ils ont défoncé un désert en Namibie pour faire ce film, mais à l'écran ça marchait. Là ils ont tourné, ça valait la peine quoi, c'est bon. Bon, je sais pas si écologiquement c'était viable, mais mais là ils ont tourné en Australie dans des plaines vertes, donc ils ont tout gommé en incruste, ce qui était déjà ceci dit le cas dans Fury Road,
Moi, je suis persuadé que le film n'est pas fini. Enfin, vraiment, quand je vois, il y a 9 incrustes sur 10 qui sont foireuses, quoi. Donc, à un moment, tu vois les mecs. Et pourtant, ils ont tourné avec des cascadeurs, avec des camions, avec des trucs. Ils ont fait des tournages délirants. Il y a un moment, il y a une scène, la fameuse grosse poursuite avec le camion reprend un peu celle de Fury Road. On sait que le tournage s'est étalé sur 7 mois avec 200 cascadeurs et tout. Enfin, tu te dis, bon, ils se sont fait chier, quoi. Et en fait, à l'écran, ça se voit pas trop parce qu'il y a cette patine numérique constante que quand les corps tombent, t'as l'impression de voir des paquets de pixels. Et je sais pas à quoi c'est dû. Je pense que le chef-op s'est foiré. Je pense que le film a pas été fini dans les temps parce qu'à mon avis, il s'était imposé cette date de Cannes. Et on sait que les boîtes d'effets spéciaux aujourd'hui sont au cul du camion et ont des délais complètement délirants et ils font ce qu'elles peuvent, quoi. Je pense que 3 mois de plus, ça aurait pas été du luxe. Surtout quand tu vois le premier trailer qui était sorti en novembre ou décembre et le deuxième où il y a un mec qui a fait un comparatif notamment sur YouTube entre le changement dans chaque plan, à quel point en fait tout a déjà bougé en 6 mois. Je me dis, bon, il aurait peut-être pu finir un peu plus ça. Mais en fait, ouais, sur le volet du spectacle, je trouve le film très décevant parce qu'il n'y a fondamentalement pas d'idée nouvelle par rapport à ce que proposait Fury Road. Et Fury Road était 1000 fois mieux fait. Et sur le plan narratif, il y a ce truc de film qui revient visiter un truc que tu as déjà vu pour t'apporter 2-3 points en plus, machin. Et en fait, son gros problème, c'est que oui, il veut absolument constamment se raccrocher à Fury Road. Et encore, il aurait fait un film qui s'en détachait et qui te racontait complètement autre chose. J'aurais peut-être mieux accepté le truc. D'ailleurs, on a un micro clin d'œil, c'est pas trop un spoiler, un micro clin d'œil. À un moment, on voit quelqu'un qui pourrait ressembler à Max, qui observe toute la scène d'une colline et ça dure une seconde. C'est un plan, et là, oui, ça, à quoi ça sert ? typiquement, tu vois, je l'ai vu avec ma meuf hier, elle m'a dit, mais pourquoi il est là Pourquoi il est là Ça fait 6 mois que le mec attend. Ceci dit, pour être un peu optimiste, je me dis que pour les gens qui n'ont pas vu Fury Road, ça fonctionne comme préquel et ça pourrait être on peut voir ça comme c'est toute la vierge de toute référence, on pourrait le voir comme un bon film. C'est la question qu'on se posait avec Alex en parlant il y a pas longtemps, en mode oui, pour les gens qui n'ont pas vu Fury Road, est-ce que le film marche ? Je trouve que déjà en termes de spectacle pur, il y a un gap entre les deux qui est complètement délirant. Et en fait, comme Fury Road a impacté toutes ces idées-là de façon beaucoup plus pertinente et forte, en fait, je trouve que Furiosa, il y a un truc, je citais tout à l'heure Rogue One, le préquel de Star Wars, et il y a le même truc en fait dans Furiosa, c'est que sur l'écriture même, je trouve que ça ne raccroche pas les wagons. C'est-à-dire que de la même manière que Dark Vador dans Rogue One, c'était devenu une énorme pipelette, et puis il arrivait, il faisait son showdown au sabre laser, il défonçait tout le monde, et que techniquement dans cette histoire-là, 5 minutes après, dans le film suivant, il arrivait, il laissait passer ses Stormtroopers, il était très taiseux, et tu dis mais c'est pas le même personnage en fait, c'est pas possible, ça marche pas, quoi. Et là il y a le même truc, notamment avec le grand méchant de Fury Road qu'on voit dans Furiosa, Immortan Joe, alors qui est pas joué par le même acteur parce que Hugh Keays-Byrne malheureusement n'est plus parmi nous, donc ils ont mis un autre mec dans le costume, et en fait c'est là où ce mec là était déifié. Il y a des scènes intro où tu le voyais, mais tout le monde qui mettait son armure, ils étaient tous à ses pieds, machin. Tu sentais qu'il était un peu bourru et débile, le mec, mais que bon voilà, il était érigé comme un dieu, quoi, avec tous les mecs qui étaient prêts à se tuer pour lui. Et là, en fait, tu le vois dans des petites réunions avec tous ses collègues qui lui disent bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Et t'es là, waouh, c'est quoi cette merde ? Il a l'air con, en fait, le mec. Et il y a ce truc, je me dis, mais c'est pas le même perso, c'est pas possible, quoi. Et en plus, j'ai lu des théories sur le net, des mecs qui disaient, mais typiquement, ils auraient pu faire des trucs géniaux. Le mec s'appelle Immortan Joe. T'aurais pu jouer justement le mec qui est pas exactement le même, puis en fait tu te rends compte qu'il le tue et qu'ils prennent un autre mec dans le costume et que là ça devient celui de Fury. Enfin, ils auraient pu trouver des idées comme ça pour justifier un peu plus le perso, etc. Mais ils l'ont pas fait. Et non, il y a vraiment ce truc où je trouve que le film 1 ne raccroche pas du tout les wagons dans son univers même, dans sa diégèse par rapport au suivant, et où sur tous les plans je trouve ça hyper décevant parce que en plus ce qui est chiant c'est que c'est George Miller, donc c'est quand même un très bon metteur en scène, mais qui a plein d'idées de plans qui sont super, mais où l'exécution elle est un peu foireuse parce que les effets spéciaux, parce que machin, parce que truc. Et donc en fait ouais, j'ai trouvé ça très décevant parce que j'ai vu dans Furiosa le genre de film contre lequel Fury Road se battait au box-office en 2015 et en quoi là où Fury Road était vraiment une étincelle et un truc complètement à part, j'ai l'impression qu'il est un peu rentré dans le rang avec Furiosa, quoi. Et avant que Marc nous en parle un peu aussi, on rappelle que tu as fait une vidéo d'une heure, plus d'une heure d'ailleurs, 30 minutes, en 2018 sur la figure du héros chez George Miller, oui. Et on le mettra en lien aussi. Où j'expliquais que Happy Feet, Babe et Mad Max racontaient littéralement la même histoire. Ouais, moi, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter à ce que vous avez dit, d'autant que j'ai fait une vidéo TikTok, donc allez sur mon TikTok, abonnez-vous, j'ai fait 2 minutes sur TikTok. Toi qui parles aux jeunes aussi. Pour parler aux jeunes de Furiosa. Non, moi, j'entends tous ces arguments, mais en fait, je me suis quand même fait happer par le spectacle. Effectivement, même si c'est moins impressionnant que Fury Road, ça reste très cool à regarder visuellement.
pareil, toujours les CGI qui piquent, etc. Mais je sais pas, moi je trouve que la poursuite du camion, même si je l'avais déjà vu un peu dans Fury Road, je me suis fait scotché par mon truc parce que Miller, il a quelque chose dans sa manière de mettre en scène et il y a quelque chose dans le film. Alors peut-être que je suis un peu en manque aussi de films d'action de qualité et que jusqu'à présent les blockbusters de ce début d'année en matière de bagarre et compagnie, de spectacle, j'ai été un peu déçu et que je me suis raccroché à ça. C'est possible, mais je peux pas dire que j'ai détesté le film. Ce serait mentir. Mais en même temps, j'entends toutes ces critiques et effectivement, la comparaison avec Star Wars ou d'autres franchises, elle est juste. On a un peu ce côté citron pressé de allez, viens, on va tout expliquer, plus de mystère, plus rien, voilà. Il faut faire confiance à l'intelligence des gens, bordel. Effectivement. Donc tout ça est un peu dommage. Le box-office se plante, donc du coup, on ne sait pas trop où ça nous amène parce qu'on sait que Miller avait potentiellement un troisième projet pour le moment intitulé The Wasteland. Qui aurait pu être une espèce de troisième volet d'une trilogie, je sais pas très bien. Sachant que je l'ai pas dit, mais en fait c'est aussi un des trucs qui est intéressant sur le film, c'est que à la base, le projet sur Mad Max et le projet sur Furiosa sont en fait des chutes narratives de l'écriture de Fury Road, qui était un film donc où c'était entièrement storyboardé. Mais comme c'était une méthode de travail assez non orthodoxe, pour les comédiens, en fait, ils avaient écrit une bible avec notamment toute l'histoire des personnages. Et donc Furiosa, en fait, c'est la chute narrative, c'est toute la backstory qu'avait filé George Miller à Charlize Theron pour qu'elle puisse comprendre d'où venait son personnage, etc. Et donc ils sont repartis de ça en se disant, mais on a une histoire en fait avec ce personnage-là et on va l'extrapoler et on va construire dessus. Mais à la base, ça n'avait pas vocation à devenir un long métrage de 2h40. De ce que j'avais lu, c'est qu'il avait pensé en faire un animé. Ah oui, avant. En plus, il était question que ça devienne un animé. Il y a des images sur le net, notamment vous pouvez aller sur le compte Twitter de Melvin Z-E-D, qui est l'encyclopédie française sur Mad Max. Et il a notamment écrit un énorme bouquin sur le premier film et il va faire tous les volets. Et il a posté là récemment, effectivement, il y avait des concept art qui avaient été designés et tout pour qu'effectivement ça devienne un animé. Mais ouais, en fait, moi je trouve que ça se sent, quoi. Il y a vraiment ce truc de c'est de la backstory pour justifier. Mais t'es là, oui, mais en fait, cette backstory, tu la sentais, tu la ressentais dans Fury Road. Là, Furiosa, tu te dis, si je gratte, j'ai rien de plus, quoi. En fait, moi, ce que je reproche au film, que j'ai vu 2 fois quand même, mine de rien, c'est que c'est un film qui est inutile. Franchement, le film ne sert à rien. Le compliment. C'est un film qui sert à rien. Après, effectivement, comme dit Marc, ouais, bon, c'est pas dégueu, mais en même temps, c'est pas Fury Road, quoi. C'est un peu ça le problème aussi. Et ça ne fait rien pour ne pas subir la comparaison. On se dira qu'à l'aune de la carrière de Clint Eastwood, George Miller peut encore nous faire 2-3 films, donc on lui espère le meilleur et on suivra ça avec attention. On le souhaite le meilleur, effectivement. Ouais, super film, allez-y. Je vais arrêter de vous empêcher de vous battre davantage. On va pas tirer sur nous. Ouais, voilà. Du coup, j'ai pas du tout envie de le voir. Mais est-ce que tu as aimé le Fury Road ou Ouais. Pas trop narratif, non. Non, mais ouais, kiffant, quoi. On va boucler ce podcast. Je vous propose, on arrive aux 2 heures habituelles. Ça va être l'heure d'arriver à Au quiz. Ah, mais j'aurais vraiment dû préparer un truc si j'avais su. Mince. Oh là là. On adore tous ça. On va remercier Alexis de nous avoir accueillis. Un plaisir. Puisqu'on a passé 2 heures chez toi. Le rideau va se fermer. On va aller saluer le public. On va te souhaiter bon vent, comme disent les marins, littéralement, puisque tu vas prendre la mer dans quelques jours. Reviens, hein. Kenavo. Est-ce que tu as prévu de documenter un peu ça en direct ou non, tu gardes pour toi Ça dépendra de mon mal de mer. Ok. Allez voir Passeport, c'est au théâtre de la Renaissance jusque début janvier. C'est en tournée après ? C'est en tournée en 2025, ouais. C'est une pièce aussi, moi, que j'ai trouvée aussi brillante qu'intelligente. Donc, vraiment, allez-y, c'est un régal. Et préparez les cadeaux, les billets pour votre tronc, un peu réac, tout ça. Il passerait un bon moment devant. Nous, on se retrouve le mois prochain, sans doute pour probablement tout à fait autre chose. Merci les gars de m'avoir accompagné pendant ces 2 heures. Puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission. J'en bafouille, donc il faut vraiment qu'on arrête. Abonnez-vous à l'émission, réagissez sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour un prochain Happy Hour. Ciao. Ciao. Salut.
Bonus.